Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFcast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Cyril. Ouais, salut. Xavier. Bonjour. Talal. Salut Véro. Et Laurent. Hello. Dans le PIFcast, nous commençons toujours par l'œil du pif, le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre. Puis nous passons au dossier. Aujourd'hui, il est consacré à Georges Romero. Enfin, nous terminerons avec Cyril et sa sélection de bandes originales. S'il a envie. Et on commence donc avec l'œil du pif et on commence avec Laurent. Voilà. Il a demandé en plus, ce bâtard, il a demandé à passer en premier. Mais oui, mais il a ramené du Galac, donc il a le droit. J'ai entendu demander avant la. Ouais, mais j'ai ramené du Galac, mec. J'ai ramené des ours au chocolat. C'est vrai, on a Oui, mais t'as rien demandé en Le méchant. concours de grosses bites. Non. On lui a dit ça en antenne tout à l'heure, il nous le ressent maintenant. Bam, putain, les offs sont plus intéressants que le podcast. Non, pas du tout. Allez, Laurent. Bref, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous parler d'un film, mais d'une série Netflix. Voilà. Ça faisait longtemps. Ça y est, je sais de quoi Sauf tu vas que parler. ce n'est pas une série, c'est une anthologie T'as eu le temps déjà de regarder ce truc-là, quoi. Je sais de Love quoi il and va Death. parler. de court-métrage Love, Death and Robots. Anthologie de court-métrage produite par David Fincher et Tim Miller, le réalisateur de Deadpool et du prochain Terminator. En fait, il faut savoir que Love, Death and Robots, c'est pas un projet qui est né il y a 2-3 ans. C'est l'émanation de la volonté de longue date de David Fincher de réactiver Heavy Metal, l'anthologie de films de films animés de science-fiction qui est née du magazine français bien connu et au final il a jamais réussi à récupérer les droits, à faire ce qu'il voulait et de fil en aiguille le seul endroit où ils ont trouvé quelqu'un qui leur a dit il n'y a pas de problème, on vous file le pognon, allez-y, c'est Netflix. Donc ça a donné Love, Death and Robots qui compte 18 épisodes de durée entre 6 et 20 minutes selon les films. Et c'est d'un niveau global assez élevé avec quand même quelques faiblesses. Personnellement, j'y reprocherais peut-être un manque de fond, c'est-à-dire que comparé à certaines des anthologies animées les plus célèbres, notamment japonaises, Memories, Mani Mani et ce genre de chef-d'œuvre, on a toujours au-delà de l'aspect technique bluffant, on a toujours des scénarios qui sont complètement je suis très perturbé par Cyril qui a décidé d'être énervé parce que c'est son mood et donc là vous pouvez pas voir mais il a les mains croisées mais très très fort. Je t'écoute religieusement et je me retiens de te couper la parole. Il regarde droit dans le vide et il est très effrayant. Voilà. Et donc mais malgré le fait que voilà, je trouve qu'il y a un léger déficit d'intérêt dans les scénarios, il y a quand même quelques putains de bombes dans ces 18 programmes. Je vais pas tous vous les donner. Le premier qui est vraiment la vitrine, Sony's Edge, l'avantage de Sony, est adapté d'une nouvelle de Peter F. Hamilton, si je ne m'abuse, qui est un grand auteur de SF. D'ailleurs, beaucoup de ses courts-métrages sont adaptés de nouvelles de SF. Voilà, là on est dans l'excellence graphique pure, image de synthèse à l'américaine, avec en plus de la gloumoute sublime, du gore bien méchant, un petit peu de cul. Il y a pas mal de cul globalement dans Love, Death and Robots, puisqu'ils ont une totale liberté par rapport à Netflix. Et voilà, ça c'est très efficace, c'est vraiment une bonne vitrine pour la série. Après moi, mon préféré vraiment, c'est paradoxalement peut-être celui qui est moins intéressant au niveau du scénario, c'est Le Témoin. C'est une espèce de boucle de Moebius, mais c'est du live trafiqué, c'est-à-dire que c'est une course-poursuite dans Hong Kong qui vire à l'absurde et visuellement c'est juste à tomber par terre, c'est-à-dire qu'on a une vision complètement magnifiée de Hong Kong qui rappelle pas mal Blade Runner, qui rappelle pas mal le Choyark de Time and Tide, qui rappelle pas mal de trucs comme ça et qui est en même temps totalement expérimental. J'ai beaucoup aimé aussi Derrière la faille, Beyond the Rift, qui est un pur récit de SF horrifique avec quelques instantanés visuels assez terrifiants qui rappellent pas mal Event Horizon ou Hellraiser, avec pareil là aussi un rendu photoréaliste assez bluffant. Métamorphe aussi, qui est une histoire de loup-garou pendant la guerre livrée aux talibans par l'armée américaine est assez génial. Voilà, il y a quelques bombes. Globalement, ça se laisse voir avec énormément d'intérêt. Mais voilà, je déplore quand même un léger déficit de fond. Attends, mais tu parlais des Japonais, mais les Japonais, souvent, c'est 3 sketchs dans un film d'une heure et demie, donc des sketchs qui ont le temps de développer une histoire, en fait. Oui, mais même là, je veux dire, même quand t'as pas le temps de développer complètement une histoire, t'as quand même des cours de 20 minutes.
de 16 minutes, etc. qui Ça, dans se casse pas Memories, trop le par cul. exemple, Stick Bomb, c'est pas un film qui a un scénario intéressant. Le truc avec le mec qui pue et tout le Non, monde. mais je te dis pas que tu je te dis prends pas que- Short Pieces, Oui. il y a des segments qui sont quand même très courts et qui arrivent à. Et puis je te dis pas que tous patater. ont un scénario passionnant, mais t'en as toujours au moins un ou deux qui ont vraiment des trucs qui te trouvent les fesses. Là, en matière de scénario, voilà, il y a même deux, trois trucs qui sont limite indigents. Je pense notamment à, alors je me rappelle plus du titre, Le coup de main, voilà, qui est l'histoire d'une fille. C'est Gravity en 5 minutes avec une nana qui est obligée de s'arracher le bras pour pouvoir bouger dans l'espace. Bon, ça n'a à peu près aucun intérêt, si ce n'est que techniquement c'est très réussi. Mais voilà, il y a deux, trois trucs qui sont pas passionnants. À ce niveau-là, mais voilà, en revanche, il y a vraiment un plaisir assez immédiat d'histoires qui sont vraiment faites pour démontrer les capacités du médium, pour aller un peu plus loin avec un ton adulte, parfois plus enfant, d'ailleurs ça dépend vraiment des sketchs, mais et puis techniquement parfois on s'en prend vraiment tellement plein la gueule. Il y a un sketch qui est animé par Sony Pictures Imageworks et en matière de photoréalisme, je crois que c'est ce que j'ai vu de plus impressionnant. Il y a des Français d'ailleurs dans la Il y a des liste, hein. Français, ouais, tout à fait, ouais. Je me rappelle plus. Il y en a au moins deux ou quel trois qui sont studio, pas des mais Français, en je tout cas, crois. j'ai vu qu'il y avait des Et Français. même ouais. des indés, des fois c'est pas forcément des studios, des fois c'est des Ah, animateurs. c'est assez rare qu'il y ait même des gros studios connus. Je crois que le studio le plus connu c'est Sony Pictures Imageworks et ils ont fait un sketch. Les autres c'est plutôt des studios petits ou voilà. Et par rapport à Animatrix par exemple. Donc ça revient souvent, hein, on compare souvent Ouais, ce projet-là. On le compare parce qu'il y a une pluralité des médias, Bah, c'est de la SF, et puis des techniques, une pluralité des techniques Ouais. utilisées et des genres. Mais Animatrix avait l'avantage d'avoir un thème qui unifiait le tout, ce qui faisait que quelque part, certes, tu avais l'impression de voir des courts-métrages, mais tu avais l'impression de voir différentes facettes d'un même univers. Donc c'était assez. Ça se Alors que là, complétait. ça va dans tous les sens. quoi. Là, ça va dans tous les sens. Donc, mais en revanche, il n'y a pas un seul épisode où il n'y a pas un truc intéressant Il à n'y a voir. pas une thématique globale quand même, un truc. Ça qui soit est lié de au passer titre. soit d'amour, soit de mort, soit de robot. Ouais, Tu c'est sais quoi, ça, c'est hein. un bloc où tu dois tout voir ou tu les vois séparément? Non, tu les vois séparément. D'accord. Ça sortira pas en physique ça. Je sais pas, tu sais, Annihilation vient de sortir en physique à la surprise un peu générale, donc pourquoi pas. Personne n'a vu du coup autour de Du la table tout. encore? Non, moi c'est dans ma liste. Bah oui, le truc est sorti il y a 2 jours. Donc, Moi, c'est ma- Non, Dommage. en plus il y a une semaine. C'est dans ma Déjà shame list moi. Et On peut shame list au bout de 3 jours. hein. Non. question, est-ce que Fincher et Miller du coup ont réalisé un épisode où ils sont non. juste là en Non, tant non, que, ils sont là en que- tant que prod. voilà, ils chaperotent. Mais Ils Miller ont du coup il chaperonné- pèse du coup parce que Comment Miller c'était un peu un nobody avant, c'est un mec qui faisait des effets spéciaux. Et c'est un pote de Fincher de très très longue date. D'accord. Donc je pense que le mec a beaucoup plus de poids et d'expérience qu'on ne le croit. Oui, c'est en ce que- fait. c'est ce que- Voilà, c'est le ce que mec je a vois, accédé hein. à la réal avec Deadpool, mais Il a est fait dans une le bande milieu. démo, après il a été Il est engagé. dans le milieu machin et depuis tout. très longtemps. Ouais. D'accord. Et à signaler que c'est en revanche le même scénariste pour chaque histoire. Ah, C'est-à-dire ça, qu'il t'avais pas n'y dit a ça. qu'un seul scénariste. Et c'est lui qui a adapté toutes les nouvelles, c'est lui qui a D'accord. fait tous les scénarios, même si c'est pas lui qui a eu les idées. En revanche, c'est lui qui s'est occupé à chaque fois d'écrire le truc. Talal, ton œil. Alors, mon œil. Alors, moi, j'ai commencé un jeu vidéo qui est vraiment super cool. Pourquoi c'est super cool? Déjà parce que c'est complètement ma cam. C'est un beat'em all. Ça s'appelle Devil May Cry 5 et c'est sorti il y a quelques semaines, donc le 8 mars dernier. C'est disponible sur Xbox One, PS4 et PC. Donc, c'est un jeu japonais. C'est une licence très très connue, Devil May Cry, qui est développée par Capcom. Alors le premier, ça a été développé par quelqu'un qui s'appelle Hideki Kamiya, qui est en fait qui était connu parce que c'était le gars qui avait fait des Resident Evil 2, qui est pour beaucoup l'un des meilleurs épisodes de la série. Et donc Kamiya, qui n'a pas réalisé cet épisode-là, a quand même un peu son ombre qui survole ce projet. Entre parenthèses, Kamiya aussi fait une série qui s'appelle Beautiful Joe, qui est très connue pour les gamers, Okami. Il a aussi créé en créant Platinum Game Bayonetta, qui est aussi une série beat'em all qui ressemble beaucoup à Devil May Cry. Et donc cette fois, cet épisode-là est réalisé par Hideki Itsuno, qui était en fait quelqu'un qui était déjà très présent dans le premier Devil May Cry et qui a en fait, le deuxième épisode, qui est un peu l'épisode maudit de la série parce qu'il a été fait à la va-vite, n'est pas signé en fait par un game director, mais on raconte que Itsuno en fait est arrivé un peu à la fin pour essayer de sauver le projet comme il a pu, mais par contre il est resté sur les épisodes 3 et 4 et donc il a été rappelé naturellement pour le 5. À noter aussi qu'il a fait des jeux que tu dois connaître, Cyril, qui sont Capcom SNK 2 et Power Stone, et aussi un truc plus récent qui s'appelle Dragon Dogma, qui est un RPG japonais. Donc, je vais pas m'étendre sur l'histoire parce que c'est pas vraiment l'intérêt. Le pitch, donc c'est
voilà, le monde est encore menacé par un démon super méchant et dangereux. Et cette fois, Dante, qui est le héros de la série, qui est un homme, une personne qui est à la fois homme et démon, se sacrifie donc pour essayer de vaincre cette bestiole, mais voilà, on le laisse un peu pour mort dans la scène d'ouverture. Et donc Nero, qu'on avait déjà vu dans l'épisode 4, qui est aussi un moitié démon, moitié humain, se retrouve avec V à fuir la situation parce qu'ils ne sont pas assez puissants, et ils décident ensemble de revenir plus tard pour affronter la créature une fois qu'ils seront assez puissants. Donc le jeu, en fait, ce qui est fascinant avec ce jeu, c'est que là où on a plein de licences, de vieilles licences, parce que finalement le jeu la licence a quand même plus d'une dizaine d'années, qui essaie de se renouveler. Tu as plein de licences comme God of War par exemple, qui a essayé de trouver un second souffle en faisant, qui a réussi, qui était un des meilleurs jeux de l'an dernier, qui se recherche à nouveau. Celui-là, Capcom décide de réutiliser les mêmes recettes en fait, et quelque part c'est les seuls à exceller dans le domaine. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment essayer d'innover et essayer de pousser ce principe qui est déjà très très poussiéreux en fait. C'est du beat'em all comme on en a connu depuis l'époque de la 16 bits. Et donc ce qu'ils vont essayer de faire, c'est essayer de pousser le gameplay, et dans ce sens-là on va avoir 3 gameplays très très différents, parce qu'on va incarner 3 personnages très différents. Donc on a Nero, donc le personnage dont je parlais qui était dans l'épisode 4, qui a le pouvoir de changer de bras, et chaque bras en fait va apporter un gameplay différent, parce que par exemple tu auras un bras qui sera une sorte de lasso, tu auras un bras qui va tirer des choses, bref voilà, je passe les détails, mais de ça en fait se dégage une combinaison de combos qui est quand même assez intéressante. Le nouveau personnage, c'est une sorte de sosie d'Adam Driver, le comédien, qui s'appelle V, donc c'est un personnage qui porte des sandales, qui a quand même la classe malgré tout, et qui est pas un personnage particulièrement fort comme peuvent l'être Nero ou Dante, mais il a la particularité d'être entouré de démons. Donc il a 2 démons, il a un démon qui est une sorte d'oiseau volant, donc, et une sorte de tigre, et en fait le jeu est super intéressant parce que tu vas t'amuser à switcher simultanément entre les 2 démons, envoyer ton tigre ou envoyer ton oiseau. Tu peux switcher de personnages en cours ou ils sont imposés selon les niveaux? Alors j'ai pas fini le jeu pour l'instant, mais pour l'instant c'est imposé selon les niveaux, mais ça m'étonnerait pas, alors peut-être que je me trompe complètement, que dans un mode qui va arriver tu pourras refaire le même niveau avec le personnage de ton choix. Et donc le 3e personnage, c'est Dante, donc qui est le personnage, on va dire, le plus charismatique et le plus important de la série, qui pour le coup offre un gameplay beaucoup plus traditionnel mais beaucoup plus vénère. Donc c'est en gros, malgré tout ça, toutes ces redites quelque part, on arrive à trouver de l'originalité. Et là où il y a une vraie claque, par contre, c'est visuel. C'est que ils utilisent le moteur de Resident Evil 7 et ils ont réussi, en plus de mocapper le facial et de pousser vraiment le réalisme facial à ce niveau-là, ils ont aussi mocapé les vêtements. Donc c'est-à-dire que comme c'est des personnages pour charisme oblige, portent des longs manteaux, tout ça, un peu à la Il était une fois dans l'Ouest, bah tu vois, t'as le rendu en fait des vêtements qui claquent vraiment. En fait, t'as l'impression que c'est vraiment photoréaliste, quoi. Les personnages sont ultra charismatiques en plus. Il faut aimer le genre, hein, parce que ça peut paraître très, très vite guignol ou même Z, mais c'est vrai, ça alternait des cinématiques qui sont ultra badass, mais aussi un peu légèrement comiques, vraiment à la japonaise, quoi. Donc voilà, il y a 21 niveaux, on passe d'une arène à une autre en fait, c'est très très classique, on arrive dans un endroit, un morceau de l'arène, il y a un mur qui se crée, faut taper les bestioles, une fois que tu les as tapées, l'arène s'ouvre à nouveau et tu évolues encore dans l'arène, et tu te tapes à la fin de chaque niveau généralement des boss énormissimes avec, voilà. Donc on est vraiment, encore une fois, à la maison. Et ça fait plaisir parce que dans une époque où on joue à des jeux où les studios finalement essaient de minimiser les risques ou d'essayer de plaire de plus en plus à un jeune public, bah là Capcom fait le choix de préserver son public et aussi de tirer on va dire des plus jeunes vers quelque chose de plus connu, et moi je trouve ça très cool et j'ai hâte de terminer ce jeu. C'est en ce moment, j'espère avoir plus de temps pour essayer d'y retourner le plus vite possible. C'est mortel, si vous jouez un petit peu, allez-y, Devil May Cry 5, c'est de la bombe. J'ai jamais accroché à la série Devil May Cry, je préfère les Bayonetta, que j'adore. Mais c'est peut-être parce qu'elle est, elle a ses atouts, elle a ses propres atouts. Mais c'est vrai que je trouve l'univers de Bayonetta plus fun, mais voilà. Et c'est beaucoup plus, alors comparaison de Bayonetta à Devil May Cry, il y a Xavier qui vient de mimer une paire de seins, mais je sais pas pourquoi.
Il aime bien ça. C'est totalement faux. C'est pas vrai. Là, tu parlais des micros. En fait, la série Bayonetta est beaucoup plus, on va dire, hystérique. On va dire, ça pète de tous les sens. Tu sais pas où l'action se passe, ce que tu es en train de faire. Tu dis hystérique parce que c'est une femme, c'est ça? C'est ça, exactement. Et par contre, celui-là a un gameplay beaucoup plus posé, même si par contre. Alors, il y a un truc, le jeu est très accessible. C'est-à-dire que tu peux prendre la manette en main et t'amuser, vraiment. Par contre, si tu es un gamer et si tu as envie vraiment de pousser le délire, bah, tu vas vraiment te faire chier à faire des beaux combos, à les maîtriser. Bien sûr, tu achètes tes combos, ton personnage évolue au fur et à mesure. Encore une fois, on est à la maison. On passe à Cyril? En dernier, moi. Hein? En dernier. Ah, d'accord. Bon, Xavier. Eh oh, Ça, il va tu peux nous être aimable défoncer. un peu ou... Xavier? Alors, moi, je vais vous parler d'un film culte. Et quand moi je parle de film culte, c'est pas les mêmes que les autres. Hein. Non, parce qu'en fait le terme culte a été tellement galvaudé depuis, voilà quoi. Est-ce que c'est russe? Pas du Est-ce tout. que c'est en sépia? Non, c'est américain. Alors par contre c'est noir et blanc, oui. D'accord, il fallait bien cocher une case. Ouais, oui. Donc moi je vais vous parler de The American Astronaut. Ah, c'est bien ça. Donc il s'agit d'un film de Cory McCabe, Ça crée une réaction chez Cyril. qui est donc un des membres du Billy Nair Show. Je l'ai vu en salle groupe, celui-là, moi. Ouais, tu l'as. Au LUF, je l'ai vu ce film. Ah. J'adore, j'ai la BO en CD d'ailleurs. Non mais la BO, un truc. Mais Je on va te laisse en parler, on va y ouais. revenir. Ah, Donc le pitch. Donc le Ceres Crossroad est un bar de bouseux de la ceinture d'astéroïdes. Les rednecks galactiques s'y retrouvent les samedis soirs pour vider des piles, s'échanger des vannes et organiser des concours de danse. Mais ce soir, la porte s'ouvre sur le scaphandre de Samuel Curtis, aventurier à rouflaquette venu troquer un chat contre une fille véritable. Il ignore que son ennemi juré, le professeur S, est dans un coin de la salle. Et que tout le monde a encore oublié de lui souhaiter son anniversaire. Voilà. un pitch magnifique. Hein, C'est un film récent. donc c'est un film de 2001 qui est un film, je ne sais même plus comment j'en ai entendu parler de ce truc-là, qui a tous les atouts du film culte, mais vraiment, je parle du sens à l'ancienne, quoi. Il y a un noyau de fans pur et dur qui adorent le film, et pourtant ce truc n'est pas connu du tout. Donc c'est un film en noir et blanc avec une esthétique particulière, même s'il y a quand même un budget $1 million. C'est un peu fait de bric et de broc. On pourrait dire que c'est une sorte de croisement entre Forbidden Zone. Ce serait une sorte de Forbidden Zone qui penserait beaucoup à Rocky Horror Picture Show, tout en étant une esthétique un peu Ed Wood, Planet from Outer Space, et en ayant des fois des visuels qui se rapprocheraient de Dr Mabuse. Voilà, c'est étrange. S'il y avait du cul, ça pourrait être Café Flèche un peu, non? Ouais, un peu, ouais, un peu. Ton résumé me fait penser un peu à ça. Mais en fait, pour Café Flèche, t'as pas tort, parce qu'en fait, il y a toute la première partie du film. C'est très Café Flèche. Surtout Forbidden Zone, c'est vraiment pour moi un Forbidden Zone-like en fait. Ah, et tout à fait. Et donc avec une bande-son, mais de malade. Il y a des chansons, surtout la Hey Boy dans les chiottes. C'est incroyable, quoi. C'est une comédie musicale. C'est une comédie musicale, c'est une sorte de projet artistique particulier. En fait, le chanteur du groupe, en fait, c'est une sorte de touche-à-tout qui a envie de toucher plusieurs médiums différents. Et c'est vraiment dans une sorte d'esthétique, une sorte de satellite de ce que le groupe fait. Et il y a vraiment quelque chose de très intéressant. C'est comme si tu avais un peu Forbidden Zone, mais qui était passé à la moulinette Johnny Cash. Le groupe est impliqué dans l'écriture ou dans la réalisation? Dans la musique. Uniquement dans la musique. Ouais, dans la musique. Par contre, après, c'est produit par le chanteur, c'est écrit par le chanteur, c'est joué par le chanteur. Il réalise aussi, c'est lui qui réalise. C'est lui qui le réalise. Il était venu d'ailleurs présenter le film. Ouais. Ce que tu dis pas, tu l'as dit, mais très vite fait. C'est un peu comme pour Star Suburbs, c'est qu'en fait c'est tout dans les décors, genre sa cuisine, machin et tout. Et en fait avec des décors, on voit bien que c'est une cuisine ou un appartement ou je ne sais trop quoi, mais avec les décors, il fait vraiment croire que c'est un cockpit et vraiment il y a plein de bidouilles comme ça tout le long. En dit Joseph un peu la gondrie, on va dire. J'aime pas dire ça, mais il y a un côté gondrie parce que par exemple les voyages spatiaux, c'est des peintures. Ce n'est que des peintures, c'est même pas des maquettes partout, ou machin. C'est un film bricomarché encore, quoi, c'est ça, non? Non, mais c'est pas du tout. C'est pas gondrie. Ouais, c'est pas gondrie, c'est pas niais, un peu enfant, machin comme gondrie. C'est juste que c'est vraiment fait avec 3 francs 6 sous, mais c'est intégrer le manque de budget dans la créativité. En fait, c'est ce qui rend le film hyper intéressant. C'est un très beau noir et blanc. Tu l'as dit aussi. Le noir et blanc est magnifique parce que c'est un noir et blanc qui est extrêmement contrasté et où en fait il écrase carrément les perspectives. Tu sais que je l'ai vu qu'une fois ce film-là, je l'ai vu en 2001, donc en 2002, et je m'en souviens encore. Il m'a marqué en fait. Tu l'as vu comment toi, Xavier?
Moi, en fait, DVD américain, D'accord. tout simplement. J'ai le DVD d'ailleurs aussi, je crois. Et voilà, enfin ce truc-là, je l'ai regardé Ça en me donne disant, envie. bon bah écoute, voilà, C'était on va dans se ta passer. pile. Ouais, voilà, cachée, tu vois, c'est un truc. Voilà, j'ai une liste assez longue de trucs. Des fois, je sors ça, je fais ah oui, mais pourquoi je voulais regarder ça? Je regarde. Moi, je l'avais vu en 35, du coup, je l'avais vu. Et ouais, mais en 35, ça doit être super, quoi. Et donc tu parles de films cultes. Est-ce que genre ils font des projections avec des gens déguisés ou des Non, ils du chantent des tout. chansons, C'est pas le délire, mais C'est plus la rareté, peut-être, le fait qu'ils soient un peu passés sous les T'as un radars. côté rare, mais c'est vraiment les gens qui l'ont vu. Quand ils ont adoré, c'est vraiment pour eux, c'est un des meilleurs films qu'ils aient Ça vu. fait penser aussi au What Is It de Crispin Glover. Ouais. Crispin Glover a réalisé des films, et dont 2 qui sont un diptyque, où en fait on ne peut pas les voir autrement que par lui-même. En fait. C'est-à-dire qu'il vient avec ses copies 35 mm quand tu l'invites en festival, il monte le film, il repart avec. Ouais. Il n'y a pas de DVD, il n'y a rien, il ne faudra jamais qu'on monte ces films-là. Et c'est des films complètement barrés. Et ça faisait penser un peu à cet univers-là aussi. Ah mais c'est tout à fait ça, tu rentres vraiment dans la psyché de quelqu'un qui se tape un énorme trip délirant. Donc c'est pas narratif. Il y a des passages qui le sont un peu moins, mais c'est pas grave parce que tu as toujours des trucs qui relancent l'intrigue, ou qui sont drôles, ou qui sont tellement saugrenus que c'est. T'as un fil rouge au moins qui te tient en haleine. T'as un pseudo-fil rouge en fait, c'est une tentative de remplacer un dirigeant sextoy sur une planète de femmes. Ok, ça a l'air cool. Voilà, je pourrais vous en sortir plein des trucs comme ça, mais plus t'avances de le film, plus ça devient délirant et voilà. Enfin, franchement, faut le regarder. Je peux pas dire que ça plaira à tout le monde. Et je dis beaucoup ça en fait ces derniers temps du pif que je regarde. Tu es clivant. Mais voilà, enfin, si vous rentrez dans le délire, vous allez sûrement adorer, et peut-être que vous allez rester à côté, mais de toute façon, vous vous en souviendrez. Donc, de toute façon, dans tous les cas, vous perdrez pas votre temps. Donc, regardez-le. Moi, Véro, je vais faire plaisir à Cyril aussi. Comme ça, on va l'avoir de bonne humeur après. Un jeu de plateau. John Wick. Non, je vais parler d'un film qu'il aime, je le sais, c'est La Résidence. La Ah oui. Residencia. Oui, t'allais le voir en plus. Si. Chef-d'œuvre. Qui donc qui est passé dans le cadre d'un cycle cinéma fantastique espagnol au Forum des Images. Donc c'est un film de 69 de Narciso Ibáñez Serrador, un film espagnol du coup, forcément, qui s'appelle aussi en anglais The House That Scream. Donc le pitch, c'est une jeune fille qui arrive dans un pensionnat, donc elle est amenée par son beau-père. Et c'est un pensionnat pour jeunes filles qui se trouve dans le sud de la France. Donc en plus, ça m'a particulièrement touchée parce qu'il y a une diligence avec écrit Toulon, Marseille, Avignon. Donc c'est une pension qui est menée par Madame Fourneau. Donc les règles sont très strictes dans cette pension, mais en fait, on sait que régulièrement, il y a des jeunes filles qui tentent de s'échapper. Et en fait, même si on met du temps à comprendre ce qui se passe vraiment dans cette pension, on s'aperçoit surtout qu'il y a des meurtres qui sont commis, mais ça reste toujours assez vague. Donc je ne vais pas trop en dévoiler sur le pitch, ce serait vraiment dommage. En réalité, il se passe pas grand-chose dans le film. C'est un film qui tient vraiment que sur son ambiance, mais par contre, quelle ambiance quoi. Enfin, le film, c'est vraiment saisissant. On est tenu du début à la fin, alors que franchement, il se passe vraiment pas grand-chose. Et en plus, toujours sans dévoiler, jusqu'au bout, on ne sait pas où ça va en venir en fait. C'est-à-dire qu'il y a ces filles, ces personnages qui sont un peu versatiles. C'est-à-dire qu'au début, on commence à suivre une jeune fille, mais finalement, c'est pas forcément elle le personnage principal. On apprend qu'il se passe des choses derrière les murs, etc. Enfin, vraiment, on ne sait pas à quoi s'attendre. On est sans cesse surpris. C'est vraiment que dans les toutes dernières minutes du film qu'on découvre le twist, on va dire, même si c'est pas. C'est plutôt onirique ou. On peut pas dire que ce soit onirique. Plus du gothique atmosphérique quoi. Du gothique varois, je dirais. Ça ressemble à Innocence par exemple J'ai pas vu Innocence. Les décors sont vraiment magnifiques. Il y a notamment une scène, alors je sais pas où est-ce que ça a été tourné, mais une scène dans des douches. C'est vraiment, c'est chez moi ça. C'est des décors, c'est des vrais décors. Et c'est aussi la force du film, c'est la manière dont les décors sont filmés, la grandeur de cette maison, de cette pension. Et il y a donc des meurtres qui sont mis en scène de manière qui sont toujours surprenants, c'est-à-dire qu'ils arrivent toujours à des moments où on s'y attend pas et qui sont mis en scène de manière pour le coup un peu onirique, mais c'est vraiment les seules notes un peu qui nous sortent de la réalité, c'est ces meurtres là en fait. Donc j'ai vraiment adoré et je remercie Cyril qui m'a conseillé d'y aller vivement. Oui, hein, tu as déjà pris tu m'as encouragé. Oui, tu m'as dit qu'il y allait donc oui. Ouais. Et c'est très rare à voir parce que alors c'était en VF par contre. Il y a une édition vidéo dégueulasse chez René Château je crois. Ouais mais je pense que DVD. c'était ça. Hein. Non mais je parle en vidéo, voilà, ouais. et la 35 cette mm, copie-là, moi je sais que c'est souvent j'essaie de le passer pour Lyon, j'essaie de le récupérer et j'arrive jamais à le trouver parce que c'est compliqué à trouver une copie et les droits de ça en fait. Oui, mais heureusement il est très rare. Voilà. Et c'est le réel des Révoltés de l'an 2000 si je me trompe exactement, pas. Exactement, qui passe aussi dans le cadre du cycle. Et si je me trompe pas, après il a eu une énorme carrière à la télé.
Undo Stress, la série. C'est Serrador. Avec la sœur de Penelope Cruz. Ouais, la tristesse, un peu comme sur la vie, quoi. C'est Pourquoi les je grands. sais ça C'est une star, lui. Oui, pourquoi Véro? Pourquoi tu sais C'est une star, lui, en Espagne. C'est pas à cause de ses films cultes, c'est à cause de Undo Stress. Ouais, c'est comme ça. À toi, Cyril. Et pourquoi je voulais passer en dernier? Parce que c'est plus compliqué que d'habitude. Alors, c'est pas un jeu vidéo, c'est pas une série, c'est pas un board C'est game. un jeu de plateau. Non, c'est Une du boîte de cinéma. céréales. C'est du cinéma, sauf que comme j'avais pas d'idée tout à l'heure, j'ai demandé à Véro, putain, je suis galère. Et en fait, pourquoi je galère, c'est qu'en ce moment, je vois beaucoup de films pour mes festivals, pour du coup, Hallucination Collective. Elle m'a dit, mais t'as qu'à parler de ça. Du coup, je vais vous vaguement parler très rapidement de la programmation parce que c'est pas l'intérêt du truc. Et je vais vous parler d'un des films en particulier qui, pour le coup, est un film qui n'est pas encore sorti. Donc, c'est une preview, comme peut faire des fois Laurent, via les projections presse, quoi. Donc, vite fait, le festival est contrairement au PIF, où il y a, je sais pas si les gens savent très bien, donc il y a Hallucination Collective à Lyon que je fais en avril et PIF en décembre. Le PIF, c'est 90%, on va dire, d'avant-première et 10% de rétrospective. Là, c'est l'inverse. On va dire que c'est 20% d'avant-première et 80% de rétrospective. Donc, je vais vous parler d'avant-première en dernier. Je vais juste très rapidement brasser les différentes rétrospectives qu'on fait cette année. Donc, il y a souvent des thématiques principales. La principale s'appelle la thématique Unexploited. L'idée, c'était de montrer des films afro-américains, mais qui ne sont pas des films d'exploitation. Plutôt des films qui ont été très importants pour ce cinéma-là, mais qui ne sont pas forcément ni Coffy, ni Shaft, ni Across the 100... enfin, j'ai même dire sur la meurtre sur la 110e rue. Enfin, voilà, c'est donc... La thématique s'appelle donc Unexploited. On va passer Point Noir, Uptight en anglais. On va passer Top of the Hip. On va passer un film dont il y a eu été question dans Mad Movies ce mois-ci, Ganja and S, qui est le premier film de vampire afro-américain. Et on va passer le très célèbre Sweetback Badass Song de Melvin Van Peebles. Le plus grand film de Blaxploitation. Et qui a lancé du coup cette mode. Voilà. On a une thématique roman porno japonais, donc les films érotiques, mais un peu plus corsés. Les pinku, les films un peu corsés, comme dirait Véronique, du Japon. Et on passe 3 raretés. On passe Woods Are Wet, Yume no Kushaku Girls Hell et surtout La Maison des Perversités, qui s'appelle Watch in the Attic en anglais, qui a eu droit à une édition vidéo chez Mondo Macabro et qui apparemment est bien tarée. Donc voilà, on a des sessions qu'on appelle Camille de Curiosité, où c'est des films qui ne sont pas forcément liés à une thématique. On va passer Le Saxe qui parle de Serge Leroy, un porno en salle, c'est toujours cool. On va passer La Nuit de la Mort de Raphaël Delpar, qui est un film fantastique français, dans lequel joue pour la première fois Charlotte Rampling. Charlotte Rampling. Non, Charlotte de Turckheim, pardon. C'est la toi qui m'as lancé. J'ai confondu pas ça. Et c'est très marrant Charlotte de parce que Turckheim. j'ai justement discuté hier avec Stéphane de La Nuit de la Mort. Ouais. On lui Stéphane Bouillet. Voilà, Du chat qui fume. Qui le parce sort. que en fait La Nuit de la Mort je ne l'ai pas vu et je voulais le voir et Je crois qu'il s'appelait Stéphane de la Nuit de la Mort. mais j'étais très réfractaire à Tu vas l'idée pas être parce que déçu je du suis sûr- voyage. Je suis sûr que j'allais être déçu et c'est lui qui a réussi à me convaincre de le regarder donc je vais bientôt le voir. Donc Xtro, ça vous connaissez tous, un super bon film d'alien Extraordinaire. anglais, quoi. Extraordinaire. Et histoire de faire chier, je déteste Xtro. Oh là là. Non. Non mais vraiment, je Non. déteste vraiment le film. Je trouve ça mais chiantissime. Mais je suis désolé. arrête, les gens Cyril. se font leur opinion. Toi, tu détestes l'exorciste. Donc, On passe Grey Garden, un documentaire sur les cousines de la femme Kennedy. On va passer Next of Les Kin. cousines ou les cuisines Les cousines. Ah, les cousines. Next of Kin qu'on avait passé d'ailleurs au PIF. Et voilà. Et donc il y a une soirée Bobby Pills aussi. Et Next of Kin dont on a parlé dans l'émission. Tout à fait, sur la Hospitation. Hospitation. Là, je vais vous parler vite fait, très rapidement de la compétition long métrage. Donc, il y a beaucoup de films qu'on a vus au PIF. On reprend, parce que c'était les films que j'avais beaucoup aimés, que je suis content de remontrer à Lyon. Lord of Chaos, In Fabric, oui, Tous les yeux du ciel et Freaks. Mais il y a des trucs en plus. Il y a un... Alors, c'est pas fantastique, mais j'en parle quand même ici. C'est un film qui s'appelle 1987, When the Day Comes, qui est un film coréen réalisé par John Won-jong, qui est le réalisateur de Save the Green Planet, mon film préféré de tous les temps. Et ce film-là, 1987, c'est un film politique coréen qui déchire. C'est peut-être que j'ai vu mieux l'année dernière, mais bon, comme c'est pas fantastique, je vais passer vite fait. On passe Luz. Alors ça, c'est un film génial qui s'est fait huer à l'étrange festival. Lousse. Et c'est une honte parce que c'est un film dingo avec une atmosphère de J'ai ouf. vraiment hâte de le voir. monsieur. Mais je comprends que comme il est très particulier, qu'il peut laisser les gens un peu circonspects, mais moi ça a été une expérience. Je confirme. Voilà. Toi, tu l'as trouvé ça pas terrible, non? Moi j'ai été perplexe devant. En fait, moi j'ai trouvé ça bien. Par contre, pour le PIF, je trouvais que le public du PIF n'était pas le public de Luce. Et c'est pour ça qu'on l'a pas pris du coup. Et c'est un truc hyper 80s, c'est ça, non? C'est un truc tourné en 16 mm, c'est un film de fin d'études allemand. Avec une sorte de hidden, on va dire, c'est pour faire très simple, c'est une sorte de hidden-like, mais Ouais, ça va. c'est une sorte de hidden autorisant, très, très austère, mais avec des idées de barge. Et un C'est- travail sur le son et l'image qui est ouf. Je l'ai vu en salle au NIF et j'étais ailleurs. Autant les films chiants, ça me parle pas du tout, mais là j'étais vraiment comme une sorte de trip sensorielle. J'ai fait ce film est fou, quoi. Mais bon,
Ça va sortir ce truc ou Non, ça sortira en Allemagne en salle et nous en France. Je sais pas si quelqu'un va l'acheter, mais ça m'étonnerait. C'est tellement petit, quoi. Mais bon. Le film dont je vous parlais par contre maintenant, qui est notre film de clôture, va sortir en salle en France. Va sortir en salle en France chez Pathé. Et ça, c'est très important de le signaler. Parce que je vais vous parler d'un film qui met à l'amende Maniac et Henry Portrait of Serial Killer. Wow. Le film s'appelle Golden Glove. En allemand, c'est Der Golden Handschuh. C'est un film de Fatih Akin. Alors Fatih Akin, on lui doit... alors j'ai vu aucun de ses films, pourtant il en a fait une pelletée. C'est un réalisateur allemand, donc il a fait In the Fate, c'est un de ses derniers films qu'il a fait apparemment. Qui est une putain de qui apparemment qui est horrible, ambulante. Mais qui a fait The Cut, Soul Kitchen et Eden, qui ont plutôt bonne réputation. Et là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a adapté en fait l'histoire vraie d'un serial killer allemand qui a sévi entre 71 et 74 à Hambourg et qui a tué au moins 4 prostituées. Et en fait, il découpait après les prostituées et il laissait les corps découpés dans son appartement. Donc autant dire que ça sentait pas la rose, quoi. Et donc, le film a été montré à Berlin, donc à la Berlinade, et c'est un des films dont on a le plus parlé parce qu'apparemment cette année c'était pas top la Berlinade, et ce film-là a vraiment fait parler de lui. Donc on était très inquiets, enfin très impatient de le voir avec François Co avec qui j'ai fait la sélection. Et quand on a vu le film, on s'est dit putain, je crois qu'il a fait plus crade que Henry et Maniac. Alors c'est pas crade dans le sens gore, c'est pas un film très graphique, mais putain qu'est-ce que c'est sale, qu'est-ce que c'est sale ambiance, qu'est-ce que c'est dégueulasse. On est tellement été marqué par ce film-là qu'on va sûrement offrir des lingettes nettoyantes aux gens après la séance parce que on se sent vraiment dégueulasse quand on sort de ce film. C'est tout ce que ah oui, c'est vraiment la puanteur, la poisse, c'est un film très très sale. Ça va sortir en salle en France chez Pathé. Je sais pas comment ça peut tomber parce que c'est Fatih Akin et que c'est un habitué de oui, Cannes mais du coup c'est tellement pas habituel par rapport au film Pathé, c'est que c'est pas les tuches quoi. Ils ont signé parce que c'était Fatih Akin. Oui, et donc, mais je vais vous dire quand ça sortira. Allez voir ça, vous attendez pas un truc graphique, hein. C'est pas du gore à la Maniac et tout, mais c'est peut-être un des trucs les plus... Je pense qu'on va avoir au moins une quinzaine de personnes qui vont sortir de la salle, parce que c'est à des moments assez insoutenables ce qu'on voit, et ça va très loin, et c'est même des fois, c'est très drôle. Moi ça m'a fait penser un peu au Lars von Trier House of Jack Build, qui était drôle je trouve. Mais je suis pas sûr, alors, j'attends de voir le film, mais ayant vu du coup In the Fade, je suis pas sûr que ce soit fait avec une intelligence, une maîtrise totale. Je sais pas trop. François qui a vu lui les autres films de Fatih Akin et celui-là est très fan du film aussi celui-là, et il fait bien la part des choses. Il m'a même dit il a un choix de carrière très très curieux. Fatih Akin, on a du mal à cerner où il va aller, mais là ce film-là il a décidé d'aller vraiment plus loin que tous les autres niveau film de serial killer, et je pense que ça va être une nouvelle référence parce que je vous dis c'est pas graphique du tout, mais c'est vraiment c'est sale, c'est vraiment sale. In the Fade, c'est le film de vengeance le plus neuneux que j'ai vu depuis très très longtemps. C'est stupide. Mais ça te fait penser du coup à Henry. Pour le coup, quand tu m'évoques ça, j'ai l'impression mais ce film-là avec Diane Kruger où elle a gagné le prix à Cannes. C'est mauvais, moi je l'ai vu au ciné. Ouais, mais donc Henry, il a le côté très documentaire qui le rend un peu glaçant. Là, c'est mis en scène. Là, c'est mis en scène et surtout c'est vraiment le. S'imagine les Deschiens mélangés, je sais pas, du Groland avec un serial killer en plus, et c'est vraiment. Je peux vous citer des exemples de scènes, mais ça serait vous cacher la surprise. Voilà. Redonne juste les dates des alus. C'est du 16 au 22 avril, et le film, donc celui-là, passera en clôture le lundi 22 avril, c'est le lundi de Pâques. Voilà. Donc, si vous êtes dans le coin, si vous êtes écouté ce podcast et vous n'êtes pas dans Lyon, venez faire un tour, vous allez aller voir plein de films vachement rares, et vous avez l'occasion comme ça de partager avec nous ces petits moments, sachant que Xavier et Véronique seront là aussi. Surtout moi. Voilà, surtout Véronique. Bon, allez, on passe au dossier. Bientôt 2 ans qu'il nous a quittés et on s'aperçoit que nous n'avons toujours pas consacré de podcast à Georges Romero. Il est temps de réparer cette injustice dans ce nouveau Pifcast. Comme d'habitude, nous avons chacun choisi de défendre un de ses films, mais avant de commencer, comme toujours, j'invoque le professeur Xavier pour une petite présentation du réalisateur. Je crois que je vais bientôt me faire un mini jingle ce train-là. Ouais. Moi, je vais vous faire une intro quand même assez courte parce que je pense qu'on va surtout beaucoup parler du bonhomme pendant les films et ce sera, je pense, beaucoup plus parlant. Donc, Georges Romero est né en 1940. Dès l'âge de 14 ans, en fait, il s'intéresse au cinéma. Il va commencer à tourner des courts-métrages. Après l'université, avec une poignée d'amis, il va décider de réaliser un film inspiré de Je suis une légende de Matheson. Donc, il s'agit de La Nuit des morts vivants. En réalisant un film de zombies complètement libéré des apparats du vaudou, il va réaliser un des plus grands films du cinéma et rentrer dans le club très fermé des réalisateurs ayant créé un genre. Comme beaucoup de premières œuvres, La Nuit des morts vivants va condenser tout ce qui va faire la marque de fabrique du monsieur. Comme par exemple le découpage des plans qui est au cordeau, le sens du montage, une critique de la société, encore l'aspect politique. Tous ces aspects vont se retrouver tout au long de sa filmographie. Et dans une filmographie même où le fantastique et l'horreur auront été à chaque fois un moyen d'exprimer les douleurs de la société.
Donc nous allons vous parler de 5 films qui vont vous faire découvrir ou même redécouvrir ce qui a valu à Romero le surnom de maître de l'horreur. On n'est pas habitué que ce soit si court en fait. On est perdu, on est déphasé. Alors, par contre, on va commencer par le film qu'a choisi Xavier, puisque dans sa filmographie, c'est le premier chronologiquement, et en plus, je pense que ça va beaucoup nous dire sur le réalisateur, n'est-ce pas ? Oui. Alors, qu'as-tu choisi, Xavier ? Alors, je vais vous parler de sûrement l'un des films les plus j'aime bien le rire. Difficiles. Pas difficile, mais le plus quand je dis difficile, je ne veux pas dire le plus difficile en tant que film, mais c'est sûrement le plus difficile d'accès. C'est vraiment celui qui nécessite le plus de clés. Mais c'est marrant en fait, pour je le trouve l'appréhender. Pas difficile d'accès. C'est juste que c'est tellement atypique déjà de la part de Romero et globalement même comme sujet, mais en fait c'est un film très facile. C'est un pur film Romero pourtant, et c'est même le plus Romero des films qu'il a réalisé. Explique-nous. Après, oui, t'as même pas dit encore quel film c'était. Je sais. Mais je tiens à préciser que pour ceux qui connaissent Romero principalement pour sa série de zombies, vous allez avoir un choc. C'est le cas de le dire. J'ai pas fini. Voilà. Allez, vas-y, balance. Donc moi, je vais vous parler de Night Riders. Donc il s'agit du 7e film de Romero, qui est sorti en 81. Et pour comprendre un peu comment on a pu arriver à Night Rider, donc après La Nuit des Morts Vivants, qui a quand même été un gros carton, il a décidé en fait de s'éloigner du fantastique. Et en fait, à ce moment-là, il a décidé de réaliser un drame. Ensuite, il a réalisé un film qui flirtait avec le fantastique, donc Season of the Witch. Et ensuite, il a été un petit peu plus loin dans le fantastique pour déconstruire un genre avec Martin. À partir de ce moment-là, étant donné qu'il n'avait pas de succès, clairement, les gens ne l'ont pas suivi sur cette lancée, il a réalisé Zombie, 1,5 million de budget, 40 millions au box-office. Voilà, donc du coup, monsieur, c'est un papa, il peut faire tout ce qu'il veut. À partir de ce moment-là, puisqu'il a les clés de la maison, il décide de refaire ce qu'il avait déjà fait. Il décide à nouveau de s'éloigner du fantastique. Mais c'est en ça, en fait, que quand tu le définis comme un maître de l'horreur, lui, c'est un maître de l'horreur contre son gré. C'est ça. Toute sa carrière, il a voulu ne plus faire de films de zombies, et toute sa carrière, il n'a pas arrêté d'y revenir parce qu'il est obligé, en fait, jusqu'à la fin. Tout à fait. Du coup, en fait, parallèlement à ça, il a quand même aussi il a travaillé sur beaucoup de projets qui se sont jamais concrétisés. Et au fur et à mesure de sa filmographie, il a eu aussi énormément de problèmes avec les producteurs, etc. Donc en fait... Est-ce qu'on peut parler juste vite fait, je suis désolé, mais d'un truc qui a quand même vachement défini sa carrière, c'est le fait le problème du copyright de La Nuit des Morts Vivants, qui fait qu'en fait il n'a jamais eu l'argent dont il aurait dû hériter avec le succès de ce film, et quelque part je pense que ça a fait complètement pas vriller sa carrière, mais il aurait dû commencer vraiment sa carrière avec une indépendance financière qui finalement il n'a jamais eu en fait. Ça a fait jurisprudence même dans le cinéma. Tout à fait. C'était un exemple. C'est vrai, même si en même temps la carrière de Romero n'aurait pas du tout été la même, parce que le fait de ne pas avoir d'argent l'a amené à créer un système interne dans ses films qui va nourrir son propre cinéma. Et d'ailleurs, c'est justement le sujet de Night Rider. C'est le sujet de Night Rider. Donc le synopsis: pour gagner leur vie, une troupe de troubadours anarchistes organise des joutes médiévales remplaçant les chevaux par des motos. Billy, le chef de ces chevaliers sur 2 roues, se voit en roi Arthur des temps modernes. Mais Morgan, l'un d'entre eux, remet en question sa manière de gérer la troupe. Donc, Billy est interprété par Ed Harris. C'est son premier grand rôle au cinéma. Et on a Ed Harris impérial, classe, digne. Difficile d'accès. Vous voyez pas la tête de Véro là, mais elle repense à la toute première scène du film avec le joli fessier de Ed Harris dans la forêt, dans la lumière, lumière du matin. Ça pose le personnage. Une petite goutte de sueur qui coule sur le front de Véro. Et donc en fait, Night Rider, vous l'aurez compris, n'est pas à proprement parler un film fantastique. C'est Cyril qui tombe la chemise. C'est plus un film en fait, c'est le film qui souligne le plus la démarche de Romero dans ses films. C'est-à-dire utiliser le fantastique ou une approche fantastique pour parler des maux de la société. Un décalage en tout cas. Voilà. Et là, en l'occurrence, il décide de montrer une troupe de gens qui n'arrivent plus à vivre dans notre société. Et donc Billy, interprété par Ed Harris,
est une sorte de figure qui essaie de créer une autre société. Mais attention, pas une société qui veut contrer la société actuelle, c'est quelqu'un qui veut juste créer une sorte de refuge pour des gens qui ne se retrouvent pas dans le monde. Et c'est ce message qui est quand même assez beau, va amener donc un ensemble de personnes très disparates qui peut-être qu'en temps normal ne se seraient jamais parlé, ne se seraient jamais rencontrés. Et en fait, autour de cet homme, il y a vraiment une sorte de vie qui va se cristalliser. Et en fait, cet homme a des idéaux. Et ces idéaux, il va réussir petit à petit à les transmettre à cette troupe. Et c'est là que les vrais problèmes vont arriver, car en fait, ces idéaux sont littéralement incompatibles avec la société capitaliste américaine. Et donc, petit à petit, au fur et à mesure du film, les gens vont être confrontés à « on aimerait un monde comme ça, mais on ne peut pas avoir ce monde-là. Comment on fait ?» Et c'est là aussi qu'on retrouve une autre dominante dans le cinéma de Romero, c'est cette notion de refuge. C'est un refuge au mur très fin, au mur fragile. Et à l'extérieur, il y a quelque chose d'effrayant. Voilà. Globalement, en fait, c'est ce qu'il a fait dans La Nuit des Morts Vivants, c'est ce qu'il a fait dans Zombie, mais de manière peut-être plus pure, plus imagée, plus sombre, je trouve aussi, d'une certaine manière. Je trouve ça effectivement plus sombre qu'un zombie, par exemple. Et il y a un réalisme qui fait que la scène de prison au début, quand son pote se fait tabasser par le flic qui veut un peu de vin, c'est super dur, quoi. Parce que c'est réaliste, quoi. Elle est super dure. Et en fait, le film, en fait, c'est la fin de l'utopie, mais la fin de l'utopie des années 60. Tous les idéaux des années 60, tous ceux qui ont vécu ce moment et qui ont senti cette révolution, se sont retrouvés dans les années 80 au top de la société capitaliste, avec juste le nez dans le caca, et genre, il n'y a jamais eu de révolution, en fait. Comme il le dit, voilà, il y a un moment, il y avait les Beatles, c'était là, on croyait en la révolution, puis d'un seul coup, c'est les Bee Gees qui sont arrivés. Voilà. J'ai l'impression que c'est un peu la suite, même si ça se passe, c'est tourné peut-être 15 ans d'écart entre les films de Dizzy Rider, en fait. Ah mais totalement, ouais. Et puis il y a des motos, ça tombe bien. Et justement, d'ailleurs pour les motos, alors ça c'est le détail qui est assez marrant, c'est qu'en fait à la base il avait prévu de faire un film sur les Chevaliers de la Table Ronde, mais en mode ultra réaliste. Donc avec les mecs qui avaient les ch'tards sur la tronche, qui puaient de la gueule, à qui il manquait des dents, enfin il voulait faire quelque chose de très très réaliste. Sacré Graal, quoi, en fait. Voilà. Et le producteur était contre l'idée. Il y a eu beaucoup d'engueulades et tout, machin. Et à un moment, il a sorti tout bêtement, ouais, t'as qu'à les mettre sur des motos, et puis voilà, c'est bon, je te le produirai, ton film. Et donc du coup, en fait, il a trouvé l'idée intéressante, il l'a pris au mot, et en fait, petit à petit, il l'a fait. Et bon, pas avec le même producteur, forcément. Et le film fait 2h26 quand même, est-ce qu'on l'a dit ? Le film dure 2h26 et est très lent. C'est pour ça que je l'ai pas fini, d'ailleurs. Et c'est, pour moi, pour Romero, c'est l'équivalent du Face-Off de John Woo. C'est un film qui, à la fois, va raconter une histoire, mais en même temps, c'est le parcours du réalisateur. Et si jamais vous prenez le personnage de Billy et le personnage de Morgan, vous aurez vraiment deux versions du réalisateur. Il y a l'image du réalisateur, qui est Billy, qui est le grand roi digne et tout, machin. Et il y a le vrai Romero, qui est en fait Morgan, qui est interprété par Tom Savini. Voilà, Sex Machine, qui est, et je vous jure que c'est vrai, c'est son meilleur rôle. Ouais, il est dingue dedans, il est beau, il est touchant, c'est le meilleur personnage. Je vous jure, c'est... parce que le personnage de Ed Harris finit quasiment par être crispant. Parce que il est antipathique quand même. Parce que le mec est pour le coup inadapté et il ne fait aucun effort pour essayer de comprendre un minimum. Il est totalement inadapté, c'est au point tel qu'à un moment, il va même hurler que lui, il n'est pas un héros. Lui... Il est le personnage. Il combat le dragon. Ouais. Le dragon, c'est la société américaine. Mais d'ailleurs, à la scène du début, il se flagelle. Tout à fait. Donc, il n'y a aucune raison de le faire, théoriquement. Puis le personnage ça a bien aimé quand même. J'aime bien, s'amuse. En fait, il est là pour dans une autre réalité. En fait. Justement, le personnage de Savinis, là où il est beau et touchant, c'est qu'en fait, c'est le personnage qui va comprendre très rapidement dans quelle mesure les idéaux ne peuvent pas convenir dans la société consumériste qui est la nôtre. Et il va essayer de trouver des moyens d'être dans les deux mondes. Et tout en se rendant compte en même temps de l'impossibilité de la chose. Et du coup, il passe pour un traître aux yeux de tout le monde. Ce qui est que lui,
essaie d'adapter en fait. C'est ce que Romero a fait toute sa carrière en essayant de dire des choses intelligentes avec des films de zombies. C'est ça, exactement. Mais ça m'a beaucoup fait penser à pas mal de westerns de fin de période. C'est tous ces westerns qui parlaient de la fin de l'Ouest, qui parlaient de la fin des héros, la fin des pistoleros, ou même certains de Shang-Chi qui parlaient de la fin de l'époque, etc. Dans l'ambiance et dans les thématiques, j'ai beaucoup pensé à ça. Totalement. Ce qui m'a beaucoup dérangé dans le film et ce qui a fait que au bout d'un moment j'ai craqué. Je le terminerai, hein, c'était vraiment pas le bon moment pour moi. C'est le côté roue libre en fait. Et tu sens vraiment que même si, et ça je pense qu'on en reparlera beaucoup pendant ce sujet-là, même si le fond est très présent, il y a un côté aussi moins maîtrisé, on va dire, quelque part. Je suis d'accord. Voilà, le côté La Nuit des Morts Vivants, tu disais c'est un film de potes, et puis là pareil, là, c'est un film de potes. C'est un vrai film de potes. En fait, c'est sa famille autour. Ils ont filmé la kermesse, quoi. C'est ça. Ouais, un peu. Ouais. Bah, t'as Tom Savini, t'as Ken Foree. En fait, il y a quasiment Stephen tout le monde. King. Il y a l'acteur de Martin. Il avait pas encore tourné Le Jour des Morts Vivants. T'as deux personnages. T'as le méchant du Jour des Morts Vivants. Il y a évidemment sa femme, dedans, Christine Forrest. Qui l'a demandé en mariage à la fin du tournage, d'ailleurs. Voilà. C'est la rousse. Non, c'est la copine de. C'est la mécano. De Morgane. Voilà. Parce que l'actrice rousse, dont je me rappelle plus le nom. La reine. Non, la petite amie de Lancelot. Et même pour éloigner un petit peu, la petite amie de Lancelot, celle qu'il trouve au début du film, c'est celle qui va jouer plus tard le rôle de Barbara dans le remake de La Nuit des Morts Vivants de Tom Savini. Exactement. Ah ouais, non, mais c'est l'immense famille. Alors effectivement, il y a plein de moments où c'est le bordel, soyons honnêtes. Le film est peut-être trop long, mais quand c'est touchant, c'est vraiment touchant. C'est trop long, 2h30. Et c'est peut-être. Mais en plus, il y a aussi c'est bourré de trucs, mais ras la gueule, et même le rapport à la magie. Qu'est-ce que c'est la magie ? Il arrive à te ramener la magie à un niveau réaliste. En te couplant ça avec ton âme, donc ton âme à la fois mystique, mais ton âme, toi, en tant qu'être dans la société, qu'il faut savoir préserver. Enfin, c'est peut-être l'un de ses films les plus profonds de toute sa filmographie. Et c'est sorti chez Blackout en Blu-ray récemment. Voilà, mais en fait, je les aime d'amour chez Blackout, je crois. Cyril, ton film ? Et oui, car juste après, c'est moi niveau timing. Hein, donc, moi, c'est 1985. Je vais vous parler du tout premier film de George Romero que j'ai vu, qui est d'ailleurs donc le premier film de zombie, vu que c'est le premier que j'ai vu de Romero. C'est Le Jour des Morts Vivants, donc, qui est le troisième de la... Je vais dire la trilogie, mais c'est débile de dire ça. C'est forcément le troisième de la trilogie, qui d'ailleurs n'est pas une trilogie, qui est venue après 6 films, on va dire, de la première trilogie. Comme dans Star Wars. Comme dans Star Wars, voilà. De la prélogie, je sais pas comment on peut dire et tout, quoi. C'est le troisième. Il y a eu La Nuit, il y a eu L'Aube, et il y a eu donc Le Jour. Et là, c'est Le Jour. Film qui a eu beaucoup d'impact sur moi, c'est que je le fantasmais pas mal ce film par rapport à Mad Movies. Là, je regarde Laurent en me disant ça parce que dans les comptes rendus ou dans les spécial Avoriaz machin tout, il y avait souvent des images. Je me souviens du spécial Avoriaz de Impact où il y avait des catégories les films un peu fripons machin tout et les films gore. Il y avait des photos du Jour des Morts Vivants avec la table d'opération avec les tripailles et tout. J'étais là, putain, ça a l'air génial ce film, toi. Et j'ai profité du passage sur Canal+, donc ça devait être une ressortie parce que 85 Canal+ c'était bien après, donc j'ai vu le film à ce moment-là, quoi, et donc j'avais ni vu ni Zombie ni Le Jour des Morts Vivants. Je connaissais le Jour des Morts Vivants de réputation, mais je ne savais pas que c'était une trilogie en fait et qu'il y avait un second. J'ai dû voir, j'avais 12-13 ans, Le Jour des Morts Vivants, quoi, et ça a été une grosse claque. J'ai adoré ce film parce que pour moi c'était totalement novateur de voir ça en fait. Des effets spéciaux hyper réalistes, un fond politique, une musique, on y reviendra plus tard, une musique géniale. Donc, quelle est la différence le jour par rapport aux autres ? C'est que le jour, on est dans une base militaire, c'est-à-dire que les zombies sont pleinement installés, un peu comme dans Zombie, quoi. Et on va suivre donc une société qui décide de vivre avec les zombies et de décider de voir qu'est-ce qu'on peut en faire. En fait, dans le jour, ça arrive. Dans la nuit, ça arrive. Dans Zombie, on essaie de survivre. Et dans le jour, on essaie de contrôler cet univers qui est maintenant rempli de zombies. Donc, on suit une base militaire. On est avec des militaires dans une base militaire avec des civils. Et il y a des expériences qui sont faites sur les zombies, donc on en capture, on teste des choses sur eux, et il y a une sorte de fil conducteur tout le long avec ce zombie qui s'appelle Bub, qui commence à développer des capacités cognitives, donc à pouvoir réagir avec nous, à reproduire des éléments du passé. Il essaie de se raser par exemple, et voilà. Donc il y a toute une suite qui se fait entre des militaires, des civils, le principe de la hiérarchie, c'est ça qui va beaucoup faire c'est une critique très forte du militarisme et donc des hiérarchies, parce qu'il y a des problèmes qui vont finir de ça, en fait, des militaires un peu trop zélés. On va suivre donc ces expériences avec des scientifiques un peu fous, et c'est pour moi une somme de plein de choses.
qui m'a vraiment à l'époque transcendé. Je sais qu'après avoir vu ce film-là, j'ai entendu parler du film Zombie, donc le second en fait, qui pour beaucoup de gens est une évidence. Moi, je ne connaissais pas ce film-là. Je me suis mis allé à faire plein de vidéoclubs pour le trouver, parce que je ne trouvais pas ce film-là, quoi. Et quand je l'ai vu, ça a été pareil aussi une énorme découverte. Alors, comme je sais qu'on n'en parlera pas aujourd'hui du Zombie de Romero, donc c'était pour moi logique d'en parler maintenant, quoi. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur celui-là, sur le jour du moment, à part dire que donc c'est KNB. Katzenberg, Nicotero et Berger qui ont fait les effets spéciaux, et c'est vraiment du state of the art de ce qu'on pouvait faire dans les années 80 sur les effets prosthétiques. C'est hyper réaliste, il y a plein d'idées, voilà. Donc je sais que j'ai pas grand chose à dire, contrairement à Xavier qui a fait un long live sur le Night Riders. Juste dire que c'est un film que j'adore. Je dis pas plus de choses sur la musique parce que justement ça sera la musique de fin de mon point musical à la fin, donc j'en parlerai plutôt à ce moment là, quoi. Qu'est-ce que votre rapport à ce film-là? Parce que moi, du coup, je l'ai pas vu dans l'ordre. J'ai vu finalement le 3, le 1 et le 2, quoi. Ou non, le 3, 2 et 1, voilà, quoi. Véronique? Je peux juste raconter une anecdote, c'est que j'ai vu le film après avoir entendu la chanson de Gorillaz, M1 A1. Ouais, j'en parlerai ça, du coup. Où il y a un aussi, sample, t'en reparleras tout à l'heure. Ouais. Alors, voilà. Moi j'ai vu longtemps le film uniquement via un DVD Pionnier recadré, sa mère, la pute, vraiment en 1.33 vénère. Donc j'ai redécouvert le film quand je l'ai enfin vu au format, mais rien que déjà sur le Pionnier 1.33 de ma petite télé carrée dans ma chambre, c'était déjà une putain d'expérience. Le DVD en Corbet qui est sorti en Digipack, c'est ça? C'est là que tu l'as découvert en 19 ouais, je crois. Il y avait la tête de Bub en gros, ouais. en jaune. C'est moi aussi je pense c'est mon préféré si on ne parle que de la trilogie, ouais. C'est mon préféré. J'adore La Nuit des Morts Vivants pour tout son côté novateur, etc., et pour son discours, mais il est vrai que ce qui m'a attiré avant tout dans la trilogie, c'est le gore. On va pas se mentir. On va pas se mentir. C'est le plus gore des C'est trois. les photos parues dans Mad, dans l'écran, etc. J'aime beaucoup Zombie, mais je trouve le film trop long, et je trouve que je trouve on va dire les changements de ton du film parfois un tout petit peu casse-gueule. Le côté tarte à la crème, c'est très drôle isolément, ça dit beaucoup de choses. Il parle vraiment du montage Romero. Non, oui, voilà, ouais. Oui. Oui. Avec la musique, Voilà. Et ça dit beaucoup de choses sur il y a un point de vue derrière cette scène, mais globalement dans l'optique de l'ambiance fin du monde, moi ça fonctionne pas complètement sur moi. En revanche, dans le 3, c'est là où je trouve qu'on a le côté déjà le plus désespéré. C'est le film d'une noirceur, mais juste c'est foutu, délirante, l'humanité est foutue, en fait. incroyable. L'antagonisme entre les scientifiques et les militaires et les civils est très fort, parce que du coup c'est concentré vraiment sur un lieu unique où tu sens que ça peut péter. Il y a une putain de tension dans le film, et quand ça se déchaîne en gore, mais putain qu'est-ce que c'est vénère, le sort du méchant là. Cette séquence qui est d'ailleurs rendue en hommage dans Shaun of the Dead. Tout à fait. C'est un des moments qui m'a le plus tétanisé sur un écran, tous écrans confondus. Et puis Bub, le premier personnage de zombie touchant, parce qu'il est vraiment touchant, oui. À tel point que j'ai longtemps incarné une version de Bub dans une petite émission télévisuel qui passait sur No Life, The Incredible Horror Show, produit par Alexandre Poncet. Faut trouver un dossier là, non? Et si vous avez un jour croisé cette émission, je ne pense pas, parce que c'était sur No Life très tard la nuit. C'était toi dans le truc le zombie avec un masque qui s'appelait Bub, c'était moi, voilà. C'est con, putain. Donc je lui ai rendu un hommage. C'est bon ça. Le dossier. Je vais chercher. Xavier Véro, le Talal. Moi, que vous dire sur le film? Moi, je les ai vus dans l'ordre, donc Je les ai vus dans l'ordre, et à l'époque en salle. Le bon élève. Non, en VHS. C'est justement cette trilogie fait vraiment partie pour moi des grands classiques de la VHS, et les grandes heures du vidéoclub, c'est un bonheur absolu. René Château Vidéo présent. Ouais. Et j'avais été vraiment surpris par Le Jour des Morts Vivants, parce que moi je fissure à fond sur Zombie, hein. J'adore ce film, et j'étais persuadé que le jour ça tomberait à plat, ce serait pas bien, même s'il y a eu un prix d'interprétation pour l'actrice principale, et franchement, quand je l'ai vu, mais au bout de 2 minutes, vous comprenez que non, le mec, il en a sous le coude, quoi. Sous le début, oui, on dit pas de quoi, mais c'est l'intro qui est ouf, en fait. L'intro, mais putain. Elle est géniale, et même le passage dans la ville c'est avec super, la musique est dément. super. Et c'est d'ailleurs, je crois qu'une des rares fois qu'on voit vraiment la ville infestée de zombies, parce que dans Zombie, on les traverse, mais on la voit jamais vraiment. Ouais. Là, on voit vraiment ce que c'est une ville, avec les crocodiles qui ont pris la position de la ville et tout, la végétation. Non, c'était super, et j'ai beaucoup aimé aussi l'inversion de rapport, où en fait,
le monde appartient déjà aux zombies, voilà, ça y est, c'est fait. Et en fait, tout le côté animal, c'est en fait les humains qui vont pas réussir à s'entendre. Et là, tu retrouves encore le message politique cher à Romero avec la science, les militaires, donc l'esprit, la force, voilà. Et puis les autres, voilà, tous les autres qui sont obligés de s'adapter à une de ces deux forces et ils sont obligés des fois, ils ont envie d'aller d'un certain côté, mais par la force des choses sont obligés d'aller de l'autre. Enfin, il y a une vraie réflexion qui est intéressante et qui du coup, c'est un exemple parfait parce que vous parlez beaucoup du gore. Ça permet surtout aussi de dire aussi que Romero, c'est quelqu'un qui a toujours été super réfléchi dans ses films. Il y a énormément de lecture, de sous-texte, mais surtout, ce qui est vraiment important, et il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à faire ça, c'est qu'à aucun moment, il oublie de faire un vrai film de genre. Ouais, c'est clair. Quand il veut te faire un film d'horreur, ok, tu auras un message politique, tu auras un message philosophique, etc. Mais en même temps, il va te mettre 30 minutes de bourrinage gore parce qu'il sait que tu es aussi là pour ça et merde, il faut faire plaisir. Et il le fait bien. Il le fait super bien. Et ça, franchement, c'est suffisamment rare pour le souligner. Et je trouve que thématiquement, en plus, même s'il y a énormément de temps entre Le Jour des Morts Vivants et Le Territoire des Morts, je trouve que les deux films, tu les colles cul à cul, tu les regardes à la suite, il y a une cohérence dans le développement de l'univers. Tu retrouves des personnages complètement ce que tu les mêmes. Ce que tu retrouveras pas. Oui, Bob, voilà, il y a Big une Daddy, évolution. Ouais. Mais après, ce que tu retrouveras pas après dans Survival of the Dead et Of the Dead tout court. Je me rappelle plus quel était le français de Of the Dead. Survival, c'est le dernier. Des morts vivants. Ah oui, Diary, voilà, ce qu'on trouvera pas forcément dans Diary et Survival, qui sont presque plus le recommencement d'une nouvelle trilogie. Ouais, pour moi, c'est vraiment autre chose, quoi. Qui sont plus autre chose, mais je trouve que vraiment le Territoire des Morts, on a tendance, je trouve, à l'isoler un peu en fait. Globalement, mais moi je trouve que c'est vraiment une tétralogie pour moi. Ouais, c'est une vraie tétralogie. Et le Territoire des Morts, j'hésite à le mettre parce que c'est un film que j'adore. Excellent. J'adore vraiment de tout mon être et qui est souvent décrié. Mais je voulais le mettre plutôt le jour parce que à tort. Mais comme le jour c'est mon premier pas dans ce truc-là, je voulais le mettre ici. Pour moi, le jour, même si vous aimez Land, c'est pas mon cas, mais pourquoi pas. Je trouve que le jour il clôture bien cette trilogie et je trouve qu'avec les 3 films ça touche toutes les thématiques qu'il y avait à toucher et ça suffisait quoi. Non, parce que justement en fait je trouve oui. Non mais je comprends qu'après à une autre époque tu puisses explorer d'autres thèmes. Non, je trouve que c'est dommage de les intégrer à cette trilogie. Dans le premier t'as les zombies qui arrivent, qui sont la menace, etc. Même si déjà on sait que les humains sont plus dégueulasses que les zombies. Dans le 2 on est encore un peu sur ce paradigme là. Dans le 3 avec Bob on commence à avoir une légère humanisation des zombies et pour le coup dans Land of the Dead il n'y a plus de doute, les gentils c'est les zombies. Et surtout dans Land of the Dead c'est l'un des rares films de la saga où on a des plans où on voit que les zombies entre eux sans les humains. C'est que c'est des personnages de l'histoire en fait. Voilà. Alors qu'à chaque fois c'est une menace, là ça devient des gens qu'on suit, on va les voir évoluer et attaquer les humains. C'est en ça que je trouve que Land fait vraiment partie des autres, c'est qu'il pousse l'évolution des zombies jusqu'à son maximum et une fois qu'il est arrivé là, c'est sûr que quelque part il peut pas continuer en fait. Les zombies ont fait le cheminement qu'ils devaient faire, partir de la menace à devenir les héros en fait. Et c'est même le statut particulier de Land of the Dead, c'est peut-être aussi parce que quand tu le regardes, t'as pas l'impression de voir un nouveau chapitre, t'as plus l'impression de voir une sorte d'épilogue à l'histoire. Crépusculaire aussi. Voilà, c'est peut-être ça qui peut déranger les gens. T'arrives dans un film où tout a déjà été dit, mais voilà, maintenant on te confirme le truc, on va jusqu'au bout de l'idée. Le patron revient. Et voilà, et on finit le truc, et voilà. Et tout en étant en plus extrêmement en phase avec l'époque où le film a été tourné, puisque c'est une parabole de la guerre en Irak, avec le véhicule et tout. Et surtout, il y a John Leguizamo qui est mortel dans le film. J'ai longtemps dit à Fausto je trouve qu'il ressemblait vachement et Fausto il m'arrête de planer. Moi je trouve que c'est Jared Leto, Fausto. Mais sinon aussi, j'ai pensé à l'instant en fait, il y a un film que j'adore aussi de zombies beaucoup plus récent qui en fait doit tout au jour des morts vivants, c'est The Girl with All the Gift, avec la base militaire souterraine, la clôture tout autour quand tu arrives à la surface et tout. Enfin, c'est des films très très proches. Et c'est vrai que le jour des morts vivants, c'est vraiment je trouve le parent pauvre à chaque fois. Donc quand on parle de Romero, en tout cas de ces zombies, on parle jamais de celui-là, on parle jamais aussi du tout dernier film de zombies, mais ça c'est normal, il est un peu plus, on va dire, anecdotique. Mais le jour, je trouve, c'est vraiment celui qui est oublié, je trouve. Parce que officiellement, La Nuit et Zombies, c'est considéré comme des chefs-d'œuvre du cinéma et pas le jour des morts vivants. Toi, le jour, tu le vois jamais dans les projections et autres et tout, c'est triste. C'est dommage d'ailleurs. Ouais. Et toi, Talal, t'en penses quoi? Moi, c'est celui que j'aime le moins, on va dire, des trois. Parce que peut-être le fond est beaucoup trop présent quelque part.
que les personnages ne m'intéressent pas, que Bob me fait chier. Désolé Cyril. Non, mais t'inquiète. Moi, par contre, j'adore la nuit et la nuit, je le place sur un piédestal très très haut. La preuve, c'est que Savini refait le même film et que le film est toujours aussi bien, même si c'est en couleur et on n'a pas l'impression que c'est forcément un viol à l'original. Non, pas du tout. J'aimerais tellement voir une version intégrale, putain. Ouais. Et de la version Savini. Et, les scènes gore sont visibles dans le making-of qui est dans le DVD français. On voit plusieurs passages des scènes gore. On voit bien méchant. En scène du film, on voit en tournage de la scène. Je me rappelle plus. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le making-of. En tout cas, je te garantis qu'on sait qu'elles existent, ces scènes, parce qu'on les voit dans ce making-of. Ce qui est rigolo, c'est que moi j'ai vu celui-là avant même de voir Le Jour du Avant, et c'est un des premiers, pas le premier, mais un des premiers films de zombies que j'ai vu, c'est le remake de La Nuit des Mario, en fait, de Savini. Quoi. Et il est excellent aussi. Qu'on a passé au pif d'ailleurs dans une nuit zombie récemment. Véronique ? C'est à toi. Moi j'ai choisi Go Girl. Incident de parcours, Monkey Shines. C'est pas mon préféré de Romero, mon préféré c'est Martin, mais j'en parle dans 2 semaines puisqu'on fait une thématique. On le dit ou pas ? Vas-y. Oui. Une thématique prénom. Non, Et voilà, c'est fini. T'as dit Jacques Martin. On va faire Martin, Henri. On pourrait. On peut, Patrick. Patrick. Ouais, on est bien là. Non, on fera une thématique vampire, donc vous avez compris. En tout cas, j'ai choisi Incident de parcours. On l'a passé au PIF en 2015, donc en séance culte. C'est un film de 1988. Qui est adapté d'un roman de Michael Stewart. Et c'est le premier film de commande de Romero. Donc c'est assez intéressant, justement, aussi pour ça d'en parler, je trouve. Et en plus, c'est un film sur lequel il a un peu souffert, parce qu'il a eu pas mal de problèmes avec la prod, avec des remontages imposés et la gestion de singes, puisque je vais vous raconter tout de suite de quoi ça parle. C'est l'histoire d'Alan, un jeune homme très beau, qui a beaucoup de succès. On voit qu'il va avoir une vie formidable, et donc il part faire son jogging et il est victime d'un terrible accident qui le laisse tétraplégique. Donc évidemment, c'est le drame. Il devient dépendant de sa mère, d'une infirmière, qui est jouée d'ailleurs par Christine Forrest, dont on parlait tout à l'heure, la femme de George Romero. Et donc la situation se le déprime tellement qu'il essaie de se suicider, et c'est là que son ami Geoffrey décide de lui offrir un singe capucin qui est dressé spécifiquement pour aider les personnes handicapées. Donc il se retrouve avec ce petit singe qui s'appelle Ella, c'est une femelle, et ça va vraiment bouleverser sa vie parce qu'il va retrouver une certaine autonomie, et entre eux va commencer à se nouer une relation vraiment fusionnelle. Et là va vraiment commencer à deviner les intentions d'Alan. Donc il y a par exemple une scène où il est à l'université et il y a une question qui est posée, et elle lève la main à sa place. Donc là on comprend qu'ils sont vraiment connectés. Donc au début ça peut sembler plutôt sympathique, sauf que elle va commencer à devancer les intentions d'Alan, voire les induire. Voilà. Et donc ça va être une escalade en fait dans une relation dangereuse entre eux. Je trouve que c'est vraiment un film de Romero quand même, malgré que ce soit une commande, puisque ça met en scène un héros marginalisé, donc là par son handicap. Et en fait, c'est quand même systématiquement le cas dans ces films, j'ai l'impression. Enfin, si on regarde un peu. En tout pas systématiquement, mais très souvent. Ouais. Et alors d'une part, je trouve ça hyper intéressant d'avoir choisi, enfin en tout cas c'est le scénario qui fait comme ça l'histoire, mais quelqu'un qui est en situation de handicap, parce que c'est pas des genres de personnes qui sont souvent représentées dans le cinéma, hein, malheureusement. Et en plus de pas en avoir fait seulement une victime, c'est-à-dire que effectivement Alan, il est rapidement dépressif, et en plus il est il est pas très sympathique avec les gens qui s'occupent de lui. Il a ses humeurs, il a des mauvaises pensées, il veut du mal aux gens. Ces handicapés, putain. Voilà. J'aime beaucoup le film parce que l'intrigue elle est super resserrée, on rentre tout de suite dans le vif. En fait j'ai chronométré, mais en une scène on comprend qui est Alan et qu'est-ce qu'il a à perdre, et 4 minutes après il est handicapé quoi. Donc je trouve ça vraiment très très efficace et hyper bien fait quoi. Et en plus on comprend rapidement, on rentre rapidement dans sa détresse aussi, et notamment avec la scène où il arrive chez lui et qu'il sort de l'hôpital. Et enfin cette scène c'est un crève-cœur, c'est horrible. Il y a sa petite amie qui est là, on sait qu'elle est pas allée le voir à l'hôpital. Enfin il y a 2-3 choses qui sont posées en peu de temps, mais c'est franchement moi j'avais les larmes aux yeux. Voilà. Et en fait,
ce qui est intéressant avec le film aussi, c'est la manière dont il est réalisé, parce que Romero arrive à nous placer dans la même situation que le personnage par ses choix de mise en scène. Donc souvent, c'est des plans serrés sur le visage d'Alan. On voit pas ce qui est hors de son champ de vision, ou alors les choses qui lui sont inaccessibles sont filmées toujours sans lui dans le cadre, toujours en plan large. Enfin, il y a ce côté vraiment, comment dire, claustrophobique qui est installé assez rapidement, et on angoisse avec lui. Et ensuite, effectivement, ce qui est intéressant dans le film, c'est le glissement entre l'homme et l'animal, qui en fait, il y a un inversement entre le singe et lui, le singe qui devient de plus en plus intelligent et machiavélique, et lui qui finalement devient de plus en plus impulsif et animal, même si son tronc révélé, c'est peut-être ce qui va être salvateur pour lui. Je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça, en fait, c'est hyper bien fait parce qu'on commence à craindre ce petit singe qui est pourtant un minuscule singe très mignon au début, et on commence à le haïr de toutes nos forces. Voilà, je trouve le film saisissant, et je l'ai découvert au PIF en 2015 parce que je ne le connaissais pas, donc c'était une très très bonne surprise, et là je l'ai revu avec beaucoup de plaisir plusieurs fois. Moi j'ai longtemps pensé que c'était peut-être le meilleur Romero, et je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, et il a finalement baissé dans mon estime, même s'il y a des choses vraiment excellentes. Alors, ce que tu disais dans la mise en scène, notamment avec le côté claustrophobique, c'est vachement bien vu, mais surtout qu'en plus, là où il arrive à encore décupler ça, c'est que quand la mise en scène prend le point de vue du singe, on est complètement dans l'inverse, avec une caméra ultra mobile, avec une focale très large pour qu'on ait vraiment tout le décor. Et du coup, c'est vrai que rien qu'à travers la mise en scène, il arrive à induire l'idée de la liberté sensorielle que le héros retrouve avec le singe, etc. Donc ça, c'est vachement bien vu. Moi, il y a deux trucs qui me gênent, c'est qu'il y a quand même parfois un schématisme émotionnel. Le fait que non seulement déjà sa petite amie le largue parce qu'il est handicapé, c'est déjà assez dur en soi, qu'elle devienne en plus, qu'elle se mette à se taper le médecin qui l'a opéré et qui l'a... c'est très vite. Qu'il a mal opéré, là je me suis dit bon, c'est quand même un peu de la gueule du monde parce que le personnage est déjà assez chargé comme ça. Donc moi c'est en fait ce qui m'a vraiment énormément dérangé en revoyant le film. Je me rappelais pas la première fois, et c'est ce qui m'a fait un peu me désolidariser du truc. Je sais pas si ça vient d'un remontage ou quoi, mais c'est qu'en fait à la fin le singe n'est qu'un putain de méchant. En fait, il n'y a pas un instant le film ne s'attriste du sort de cet animal. Mais il devient comme ça quand même parce qu'on lui injecte des cellules humaines. Donc, mais justement. C'est quand même intéressant. C'est-à-dire que sa nature animale n'en faisait pas un méchant, quoi. Oui, mais il est victime. Est-ce que le singe est victime dans le développement du scénario, mais il n'est jamais traité comme une victime en fait dans le film. Et à la fin, quand il est mort, quand même. Quand il me fait piquer. C'est quand même douloureux ce passage-là. À la fin, c'est hop. Bon, je spoil. Vous avez tous vu le film. Écoutez pas tout de suite là. Voilà, n'écoutez pas, avancez de 30 secondes. Quand il se fait buter, le singe, c'est immédiatement, oh je suis heureux, il y a une petite musique au piano toute joyeuse et fin du film. Alors attention, ça c'est un happy end qui a été imposé à Romero justement. Oui, donc normalement il y avait une fin un peu curieux plus sombre. De savoir, mais en tout cas je trouve qu'il y a un vrai manque d'empathie. En fait, à la fin normalement, il y avait le méchant médecin qui était le boss de Geoffrey, l'ami d'Alan, qui avait récupéré du tissu cérébral et qu'il avait injecté à tous les singes de Geoffrey. Et en fait, on s'aperçoit qu'il était lui-même manipulé par un autre singe. Et qu'en fait, c'est les singes c'est un peu la planète des singes en fait. C'était mieux. C'est les singes du coup qui manipulaient ce gars-là pour pouvoir être plus intelligent. Pour évoluer, être plus intelligent. Ça dévie l'intrigue aussi. C'est pas forcément plus intéressant. Mais je suis d'accord, ça rajoute un truc un peu trop fantastique SF qui est pas forcément en phase avec le reste. Bah, ça va pas avec le côté plus émotion et huis clos que le reste du film. Mais après, par contre, le happy end est un peu too much aussi quand même. Je suis d'accord. Moi, ça me gêne pas qu'il y ait un happy end, mais c'est juste, voilà, je trouve vraiment qu'on en a plus rien à foutre du singe. Et moi, ça m'a vraiment dérangé. Moi, j'aime pas les singes, donc ça m'a pas trop dérangé. Moi, j'ai découvert le film là parce que tu l'as choisi en fait. Et je l'avais jamais vu. Je me souviens de la bande-annonce à l'époque qui m'avait vachement intrigué, mais ça me donnait pas plus envie que ça, quoi. Et au début, j'étais super galvanisé. Comme tu dis, le film démarre très vite. Il y a le mec là qui fait des expériences. J'étais vraiment à fond. Je trouve que ça perd un peu en intérêt sur la suite parce que finalement, c'est juste un singe qui se cache, machin et tout. Non, mais c'est quand tu résumes, c'est un peu ça. Oh, mais t'es dur. J'aime pas trop les séquences en vue intérieure avec le singe. Je trouve ça un peu ridicule, là, les vues en point de vue. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas tant que ça. Par contre, il y a une séquence qui m'a vraiment super ému. C'est quand le capucin prend dans ses bras le personnage principal. Et je trouve ça super beau cette scène en fait. Et ça, je me suis dit, tiens, c'est pas n'importe qui est derrière la caméra, c'est très très fort ce passage là quoi. C'est ça qui me fait que j'aime bien le film au final, tu vois, parce que il y a de l'humanité. Et c'est vrai qu'il a raison, donc il a spoilé, on peut y aller, hein.
quand il tue le singe, il le mord, il le secoue dans ta gauche comme si c'était une peluche. Oui, mais parce qu'il est devenu lui-même animal en fait. Le côté peluche mal faite et tout, je me suis dit, c'est con, ça tue ce côté humanisé de ce singe. Et là, j'ai juste vu un film avec un effet mal fait qui m'a sorti du truc. Ça me gêne pas qu'il tue le singe, ça me gêne pas la façon dont il le tue. Ce qui me gêne, c'est que immédiatement après, c'est bon, c'est débarrassé de ce putain de singe. Allez, soyons. Non, mais je suis d'accord que la fin, le happy end est un peu expédié. C'est vraiment le gros défaut du film. Comme tu disais, il devient l'animal quelque part, et c'est comme ça qu'il. Oui, mais attention, est-ce que le devoir d'un réalisateur, c'est uniquement de suivre son personnage ou c'est d'avoir un point de vue sur son histoire et des événements, tu vois, Et connaissant Romero, si tu veux, je pense que c'est quand même un mec qui a passé son temps à avoir un point de vue sur les agissements de ses personnages et à avoir un fond. Et là, pour le coup, est-ce que c'est parce que c'est un film de commande, est-ce que c'est parce que le film a été remonté? Mais je trouve qu'il rate un des aspects du film un petit peu, au final, qui aurait pu vraiment le rendre puissant. Xavier? Moi j'aime bien le film, mais j'ai toujours trouvé que le côté commande se ressentait un petit peu trop à l'intérieur. Tu sens qu'il est bridé. Effectivement, tu as des petites traces où tu vas retrouver Romero. Effectivement, le côté plus tu injectes l'humanité dans un animal donc qui est pur émotionnellement parlant, plus il va avoir des tendances destructrices et agressives. Mais pas agressive en mode survie, quoi. Oui. Agressive, se laisser dominer par des émotions. Et tu vois, c'est des petits détails qui sont intéressants. Après, j'aime bien aussi ce côté l'humain, pour pouvoir survivre, justement, doit retrouver son animalité, doit retrouver son moi profond. Et quelque part, ce qui a été déjà dans Knight Rider. Ouais. Tu vois, il y a plein de petits détails de ci, de là. Et même dans ce dont on parlait de la tétralogie des morts vivants, c'est un basculement qui est assez semblable. Voilà, et pareil, un truc pareil qui n'est pas vraiment exploité, et je trouvais ça dommage, c'est justement le rapport au refuge qu'on retrouve dans tous les films. Tu as ce rapport au refuge puisque c'est sa maison, où tout le monde extérieur finalement est un danger pour lui qui est tétraplégique. Et en fait, le truc qui est insidieux, c'est qu'en fait, la chose qui doit le protéger est la chose qui a le plus de chances de le tuer. En fait, tu vois, c'est rageant. En fait, t'as tous ces trucs qui sont là et tu te dis, je suis sûr qu'il avait envie d'en faire quelque chose et qu'on l'a pas laissé faire. Et c'est rageant. Voilà. J'aime bien le film. J'adore le film, moi, perso. Alors j'étais persuadé, je crois que je l'ai longtemps confondu avec Link, que j'ai vu il y a très longtemps. Ah oui. Et avec aussi un singe que je peux faire Chakma. Et c'est hors zombie et La Nuit des Morts Vivants, je pense que c'est mon Romero préféré, puis je le trouve déjà d'une part superbement bien réalisé. Il y a des moments, on dirait du Hitchcock, vraiment sur la question du point de vue du héros. Et au-delà de ça, il y a de l'émotion vraiment maîtrisée. Et parce que tu es vraiment dans la peau de ce mec qui a une vie de merde, en fait, qui est en train de tomber en enfer. Et ouais, non, franchement, j'étais très 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 agréablement surpris. Je m'attendais pas à être. Et puis, oui, les scènes de singes, quoi, putain. On en a pas parlé. Les scènes de singes sont superbement bien réalisées. Ça fait jamais toc, quoi. On se doute bien que pour les inserts, parfois, il y a une puppette ou un truc comme ça, mais en dehors de ça claque, quoi. Et le singe ça n'a pas vieilli, mortel. J'ai adoré le film. Et qui vient de sortir aussi chez Blackout en même temps que Knight Riders. Achetez-le, moi je trouve ça. D'ailleurs, juste un aparté, c'est peut-être un des titres français les plus cons que j'ai vu depuis longtemps, en fait. Monkey Shines en anglais. Mais là, accident de parcours, c'est quand tu connais le film, c'est d'une débilité absolue. Je crois que c'est incident au pluriel. Ouais. What the fuck. Ces gens, ils ont juste retenu. Les mecs ont dû voir 5 minutes de film, c'est bon, il a un accident. C'est bon, accident de parcours, et voilà. Non, c'est ça que le titre, quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais il est con ce titre, en fait. Il veut rien dire, il est nul, en fait. L'acteur principal, il a pas eu de carrière, il est super touchant. On l'a vu dans 2-3 trucs, mais je me rappelle plus dans quoi. Il ressemble beaucoup au héros de Love Story. Et j'ai pareil, longtemps entendu. Ouais. Non, moi, le truc que je voulais dire, que j'essaie désespérément de dire, c'est qu'en fait, justement, là où aussi Incident de parcours est super intéressant, pour revenir à ce que je disais au début, c'est que pour une fois, étant donné que tout ce qui est message politique, la critique de la société, etc., c'est quand même beaucoup plus light, ce film permet vraiment de voir le travail sur le montage et le travail de réalisation, le découpage des plans, qui est vraiment super important chez Romero. Et c'est vrai que pas beaucoup de personnes en parlent. C'est vraiment dommage. C'est vraiment une des grandes caractéristiques de son cinéma. Et c'est vrai qu'Incident de parcours, ça va vraiment vous permettre de le voir. On va en parler. On passe au film de Talal. Justement, tu as parlé de mise en scène, de montage, de
je ne sais plus quoi d'autre, mais c'est tout ce que n'est pas le film que j'ai choisi. C'est quoi toi? Alors moi j'ai choisi La part des ténèbres, un film de 1993. Donc de quoi ça parle, La part des ténèbres? C'est Thad Beaumont, un auteur de livres connu sous le nom de plus connu sous le nom de George Stark, qui est démasqué publiquement par un maître chanteur, qui est démasqué par un maître chanteur, et donc Beaumont décide de révéler son grand secret au public, justement, en mettant en scène publiquement la mort de son pseudonyme, on va dire. Mais Stark, le pendant ténébreux de Beaumont, se matérialise et se met à tuer les proches de l'auteur. Et très vite, donc Beaumont va se retrouver suspecté des crimes en question parce que il possède les mêmes empreintes digitales que donc George Stark, son pendant sombre. Donc le film est sorti, donc je disais en 93, 10 ans après Creepshow. Pourquoi je fais le lien avec Creepshow? Parce que c'est Stephen King qui fait ce fameux lien. Donc Stephen King qui fait aussi partie de cette bande d'amis de Pittsburgh, de Romero. Donc c'est des amis de longue date et pendant des années. Il fait un caméo dans Knight Rider. Dans Knight Rider, effectivement, au début du film. Extraordinaire caméo. C'est pour ça que j'ai pointé du doigt Xavier. En fait, les auditeurs le voyaient pas. Donc voilà, Romero cherchait depuis très longtemps à adapter du King. Et d'ailleurs, il était très longtemps attaché aussi aux adaptations de Cimetière et du Fléau, qui lui ont échappé malheureusement. Et quoique j'aime beaucoup Cimetière à l'original. Et donc pourquoi ce roman aussi proche ce film et ce roman sont aussi proches de King, c'est parce que c'est en quelque sorte une sorte d'autobiographie réinterprétée de King qui a vous en avez parlé pendant l'émission spéciale King, qui a son pendant qui s'appelle Richard Bachman. Voilà. Donc en fait, Beaumont, c'est un peu un mix de beaucoup de personnages qu'on a croisés dans l'univers de King, dont Jack Torrance, donc de Shining, qui est cet auteur de bouquins schizophrène qui pète les plombs, et aussi Sheldon, qui était interprété dans Misery par James Caan, et qui est lui aussi un peu comme Beaumont refuse un peu honte, on va dire, remet en question sa popularité en fait, voilà. Et je voudrais rajouter aussi que le postulat de base de La part des ténèbres, c'est véritablement arrivé à Stephen King. Cette histoire en fait, à la base, je vais te balancer. En fait, Carrie, il l'avait pas écrit sous le nom de Stephen King, et en fait, c'est un de ses étudiants. En fait, il écrivait aussi sous Richard Bachman. Et en fait, c'est un de ses étudiants qui a découvert que son prof de littérature, c'était en fait l'auteur de ces bouquins-là, et il a révélé le poteau rose. Voilà. Cool. Donc c'est vraiment autobiographique. Sauf qu'à la différence que King n'a pas eu son double, Bachman ne s'est pas matérialisé pour tuer ses proches. Alors je ne suis pas sûr, mais je pense que pour le coup c'est le premier film de studio de Romero. Parce qu'autant Monkey Shines était une commande, mais je ne suis pas sûr que ça soit téléguidé par une major derrière. Là, ça se ressent parce que, un peu comme dans Monkey Shines, Romero a connu plein de difficultés parce que c'est un cinéaste qui est plutôt habitué à être libre, à faire des films très indépendants, et ça se ressent, et c'est les moments en fait où il est quelque part où il se sent lui-même le plus à l'aise. Donc c'est un film malade en fait, c'est un film déjà qui a souffert de la mort annoncée de Orion Pictures, que vous connaissez parce que c'était l'usine à rêve. Donc l'usine à rêve, surtout parce que vous avez vu 36 000 fois comme moi. Robocop, Total Recall, c'est Carl Cohn. Robocop et Terminator, le premier. Donc en fait, Orion, qui savait qu'ils étaient en train de crever, a pressé Romero à l'époque pour que le film se tourne très 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 vite. Mais bon, voilà, c'est ça le problème, c'est que le film s'est pas tourné suffisamment vite, et que du coup, Orion a quand même mis la clé sous la porte, et le film est resté dans les placards pendant presque 3 ans. Voilà. C'était déjà Orion sur Incident de parcours. D'accord, voilà, donc deux cas de figure où Romero a souffert de sa collaboration avec un gros studio. Il avait dû signer un deal pour 2 films, à mon avis. C'est sûrement ça, oui. Et donc voilà, donc en fait, c'était pas le seul problème qu'il a connu, parce que apparemment Timothy Hutton, qui n'était pas non plus une star, qu'il n'a jamais été finalement, mais qui était un acteur intéressant, a littéralement pété les plombs sur le tournage. Il a demandé d'avoir 2 caravanes, une pour lui et une pour George Stark, son personnage négatif. Et il se prenait la tête constamment avec Michael Rooker, donc qui joue le flic du film, et Amy Madigan.
qui joue la femme du personnage de Hutton, qui est entre parenthèses aussi la superbe actrice qui joue dans la série Carnival. Et pour s'ajouter en plus des difficultés, beaucoup d'effets spéciaux, donc des VFX très compliqués. On n'était pas forcément habitué à cette époque-là avec toutes ces scènes de moineaux qui sont assez récurrentes dans le film. Donc voilà, ça, en fait, on se retrouve devant un film finalement malade et déséquilibré d'une certaine façon, parce que certes le début est assez prenant de par son mystère, pour savoir qui est justement la personne qui tue, donc George Stark. Mais le film va très très rapidement sombrer dans de longues explications orales où les personnages vont parler, vont raconter le film en fait. Là où la mise en scène, justement, là où ce qu'on attendait de Romero plutôt nous raconte ces choses-là avant que les mecs se mettent à discuter. En plus, le film est long aussi, comme Knight Rider, je crois qu'il dure pas loin de 2h30, peut-être 2h15 dans ces eaux-là. On est dans un second acte du film où tout fait du surplace. Le personnage de Hutton passe son temps quasiment de souvenir au téléphone. On a ce personnage qui est très attachant, incarné par Rooker, donc le personnage de flic avec des valeurs, tout ça, mais qui passe son temps à faire un pas en avant, 2 pas en arrière, et qui finalement ne prend jamais de décision. Et le personnage de la femme, donc, qui reste assez passif. Donc voilà, le film manque globalement de consistance. Voilà, en gros, on voit la thématique se dérouler tout du long, mais finalement, on se fait un peu chier, en fait, globalement. Mais pourtant, il y a des petits moments intéressants, notamment des séquences plutôt bien foutues en termes de mise en scène. Il y a une très belle scène qui est la mort du journaliste, je ne sais pas si vous vous rappelez, il rentre chez lui dans son couloir, et avec cette lumière qui passe du noir au rouge, qui est superbement bien mise en scène. Et donc du coup, d'un coup, tu as le spectateur qui se réveille. En tout cas, moi, je me suis réveillé à ce moment-là. Et ce final, qui même si paraît daté aujourd'hui, est quand même macabre, beau et macabre, quoi. J'ai grave kiffé en fait ce moment-là, et ça m'a tout d'un coup fait réévaluer le film. En fait, j'ai pris un peu de recul, j'ai un peu lu aussi ce qui s'était passé avec Romero. Ça allait être ma question, vu que t'as pas l'air ultra emballé, c'était pourquoi tu l'avais choisi en fait. Ben voilà, c'était un peu le problème que j'avais avec ce cinéaste. C'est que j'ai peut-être jeté un pavé dans la mare ou passé pour le mouton noir. Je trouve que Romero est un cinéaste passionnant pour tout ce qu'il raconte en fait, le fond, mais qui pour la forme globalement ça reste assez j'ai dur, pas mollasson, je suis surtout le métier que je fais, je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler, mais en tout cas qui déçoit par toujours, parce que la forme n'est jamais à la hauteur du fond, à mon sens. Alors je parle pas de zombies, et quoique on peut en parler aussi, mais tu vois, si je prends par exemple le cas de Carpenter, qui pour le coup est un cinéaste ultra politique aussi, la forme est toujours au rendez-vous, on est toujours surpris à tous les moments, et je pense que Romero, qui a le plus grand mérite d'avoir été le pionnier, d'avoir été le premier cinéaste à avoir imposé le zombie comme étant un genre à part entière, paradoxalement, même si c'est un cinéaste très attachant, et du coup forcément aussi attachant de par la façon dont il tient ces sujets politiques. À côté de ça, je trouve que la forme est jamais là, et c'est pour ça que juste après j'ai vu Monkey Shines, et je me dis putain, enfin, ça fait du bien, c'est cool. Tout est là, tout est présent, mais très, très honnêtement, au-delà de Monkey Shines, on parlera de ton film après. En fait, je pense que Romero, c'est juste que c'est un cinéaste, qui peut apparaître extrêmement classique. Pour moi, c'est le John Ford du cinéma, du cinéma de zombie. En fait, il n'est pas classique, c'est un cinéaste indépendant. Non, mais je trouve que dans la mise en scène, tu vois, dans la mise en scène, je pense que c'est un cinéaste dont on pourrait penser qu'il est très classique, et en fait, ses expérimentations sont très discrètes. C'est sur des longueurs de plan, c'est plus sur le montage que sur le cadrage, plus sur des détails comme ça que sur les mouvements de caméra. Tu vois, je pense que c'est un mec qui a expérimenté à des niveaux très 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 subtil, et qui fait que moi j'ai longtemps trouvé, comme toi, que c'était un cinéaste pas toujours passionnant d'un point de vue formel, et en revoyant certains films, notamment celui dont je vais parler, je me suis dit que putain, le mec en fait il avait vraiment sous le pied, mais comme je pense que c'était un gars très humble,
est très discret et que sa conception du cinéma n'était pas... Tu vois, Carpenter, lui, c'est Howard Hawks, tu vois son modèle, tu vois, c'est différent, tu vois, c'est un mec qui veut que les choses se voient à l'écran, que ses intentions elles soient autant plastiques que politiques. Et je pense que Romero est un mec beaucoup plus humble en fait, mais pas dénué de maestria, mais une maestria très low-key. J'ai juste un truc à dire, c'est le personnage de Michael Rooker, en effet j'adore dans le film, je trouve, et c'est aussi normal, c'est parce qu'il joue le shérif Alan Pangborn, qui est un personnage récurrent dans l'univers de Stephen King, et je trouve que c'est la meilleure incarnation de Pangborn, avec peut-être celui du bazar de l'épouvante, mais je trouve que celui de Rooker voilà, Alan Pangborn c'est le héros d'une ville imaginaire de Bangor créée par Stephen King qui se situe dans le Maine, Castle Rock, pas Bangor, pardon, et à qui il arrivera des bricoles dans plusieurs livres de Stephen King. Et j'avais juste un dernier truc à dire sur La part des ténèbres. Je trouve vachement intéressant le fait que dans le personnage de Tad Beaumont, l'auteur, il a moins de succès que son alter ego George Stark, qui lui écrit des romans de gare plein de cul, plein de gore, alors que lui a envie d'écrire des trucs, des grands classiques, et qu'en fait il n'a pas de succès. Et en fait ça ressemble beaucoup à Romero, qui a toujours eu envie de faire des films, à un moment donné de se dégager de la figure du zombie, tu vois, de s'en débarrasser, et qui finalement aura toujours été rattrapé par l'horreur, par le gore, etc. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir du coup Romero faire ce Stephen King-là, adapter celui-là. Après, encore une fois, sur le fond, c'est beaucoup plus intéressant qu'à Wes Craven, par exemple. C'est le traitement qui Alors, Romero, par exemple, il n'a pas fait la musique de mon cœur ou des conneries comme ça, tu vois. Il a voulu. Il se respecte un petit peu comme Romero, quoi. mais son deuxième film, c'est un pur drame. Non, mais pour dire que pas génial, sur le futur, quoi, genre, tu vois. Mais même Craven était un cinéaste qui voulait mettre de côté sa carrière de cinéaste d'horreur, et finalement, ça revenait toujours constamment. Et sur La part des ténèbres, Xavier, Cyril? En fait, on en a déjà parlé, il me semble, dans le. Moi, je me souviens, on en a parlé pour le truc sur King, non? Je me demande si j'en avais. Vous l'avez évoqué, il me semble. Parce que moi, je l'avais vu pour l'occasion, je l'avais vu pour le spécial King, et c'est un film que j'ai toujours voulu voir parce que, pareil, dans Mad, des photos, genre la tête porcelaine, où le mec se fait attaquer par les corbeaux. Mad avait carrément fait une couverture sur La part des ténèbres. Je voulais trop voir ce film, et quand je l'ai vu donc pour le hors-série, enfin pour le spécial King qu'on a fait, j'étais un peu déçu. Je trouve ça un peu moche visuellement. Au final, il n'y a pas une très belle photo et tout, et c'était un peu chiant parce que trop long, je pense, par rapport à ce que ça raconte. Mais pas détestable. Enfin, voilà, non, j'ai pas détesté. Oui, je pense un peu comme toi, Talal. Je suis en mode, j'ai pas trouvé ça ouf, c'est pas honteux, mais c'est pas un des meilleurs Romero. Et Xavier ? Moi, c'est un film que ma foi, je trouve sympathique. Voilà, j'ai pas surkiffé. Moi, je l'avais vu, je crois, un dimanche matin sur Canal. Voilà, il était là, il passait. Je fais, tiens, je regarde. Un des Kings adapté par un grand maître. Voilà, comme c'est ça. d'autres. Et puis après, c'est joli à voir parce que c'est un peu la concrétisation d'une amitié longue, comme le bras, hein, soyons honnêtes. Et voilà, c'est joli de voir qu'à un moment donné, ils ont pu monter un vrai projet ensemble. L'adaptation. Creepshow, ouais, mais c'est pas pareil, tu vois. Creepshow, c'était créé pour l'occasion. Ils en avaient tellement marre de galérer sur leur scénario. Bon, allez, on fait Creepshow. Là, c'est on fait une tentative d'adaptation qui marche. Enfin, il a galéré pendant 10 ans sur ces histoires d'adaptation de Stephen King. Je crois qu'on l'avait évoqué dans le. C'est pas rien, quoi. Ça devait être hyper frustrant aussi de pouvoir faire le film qu'il voulait au final. C'est ça. C'est ça. Mais bon, voilà, quoi. Après, il y a de beaux restes. Il y a quelques scènes qui, moi, me restent en tête. Voilà, le couloir. Les oiseaux. Et surtout, c'est un film d'horreur des années 90, et il n'y en a tellement pas eu beaucoup que c'est vraiment un jour, il faudrait faire un truc sur la décennie 90, c'était la période vide. Moi, je suis de moins en moins d'accord, en fait. On en découvre, plus on en parle. C'est pas qu'on en découvre, c'est qu'en fait, on se rappelle de films qu'on a vus à cette période et que finalement, on les réévalue. Surtout à l'aune de l'horreur d'aujourd'hui, et qu'on se dit qu'en fait c'était pas si mal. Mais c'est la disette quand même. Non, mais ça serait intéressant en effet, parce que je pense qu'on aura beaucoup plus de facilité qu'on ne me le croit à dénicher des bons films d'horreur des années 90. Il y en a eu, on le sait qu'il y en a eu, tu vois, il n'y a pas de doute. C'est Craven qui a trusté les années 90. Je le note tout de suite. Je le note immédiatement. Laurent, ton film ? Oui, mon film. Alors j'ai beaucoup hésité. Déjà, j'ai beaucoup hésité à comment commencer cette phrase. Voilà, vous venez de le voir. J'ai beaucoup hésité parce que j'avais très envie de parler de Creepshow, que j'adore démesurément. Mais j'ai eu envie de défendre un petit chouchou souvent oublié. Et décrier même, hein, n'hésite pas. Alors déjà, il faut savoir qu'après Le Territoire des Morts, qui a été un beau succès,
assez inattendu. Du coup, Romero est reparti sur sa pente. Tiens, j'aimerais bien faire autre chose. Bah non, mec, tu feras du zombie. Et il avait eu envie de faire un projet super excitant qui s'appelait Diamond of the Dead, qui était sur un groupe de rock zombifié, je crois. Je me rappelle ce projet-là. C'est Ouais, une comédie musicale. Ouais, voilà. Et c'était et ça aurait été un truc un peu glam rock à la Bowie et tout avec des zombies. Moi, ça m'excitait. Pour le zombie, ça s'appelle. Ceux qui ont vu le film comprennent de quoi je parle. Et le film de Neil Boozman, non, c'est pas. Ah, ça c'est Ripou. Ripou. J'ai pas vu. Je sais pas s'il y a des zombies dedans. Non. Non, il y a plein de choses, mais voilà, plein de choses. Et donc, il n'a pas réussi jamais à monter The Diamond of the Dead, ce que je trouve hallucinant parce que le Territoire de Mort, pour le coup, venait vraiment, je sais pas, ça a dû rapporter 50 millions de dollars en tout pour en avoir coûté beaucoup moins cher. Et non, il n'a pas réussi. Et au final, il revient avec un tout petit film en 2007 qui, du coup, a l'air de démarrer une nouvelle ère du zombie parce qu'on revient au tout début de la manifestation d'une invasion zombie. Donc je vais vous parler de Diary of the Dead, qui n'a pas été titré en français La diarrhée des morts vivants. Mais il fallait que tu la fasses. Oui, il fallait que je la fasse. Surtout, je reviens de voyage dans un pays exotique. Donc, on veut pas savoir. Vous allez tout savoir sur Laurent. Son fondement. C'est juste que bon bref voilà et donc voilà, Chronique des morts vivants, donc sorti en 2007, 5e volet de la saga des zombies si on se base uniquement donc sur un point de vue chronologique, mais pour moi le départ d'une nouvelle vision. Et en fait déjà on retrouve ce qu'on aime dans Romero, c'est-à-dire que pour le coup il prend le film de zombies et puis il y plaque un thème. Et là pour le coup la thématique c'est les médias, c'est la profusion d'images, c'est la confusion qu'on peut avoir devant un monde où d'un coup les images nous arrivent de partout, des téléphones, d'internet, de la télé, du cinéma, etc. Et c'est aussi un fan footage, voilà. Et ça pour le coup c'est vrai qu'à la base on a un peu l'impression de voir un papy qui s'attaque à un genre de petit jeune. Et beaucoup ont trouvé que Romero était absolument pas à la hauteur de ce genre. Moi je trouve au contraire que c'est peut-être le meilleur fan footage en matière de mise en scène, parce que justement il fait tout l'inverse de ce qu'on déteste dans les fan footage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de shaky cam, il n'y a pas de... Surtout il multiplie les points de vue. Et ça on va y revenir. C'est quelque chose que tu retrouves dans The Bay. Justement. Oui, tout à fait, qui est un autre excellent fan footage. Alors le pitch, au-delà du fait que c'est des morts vivants qui se mettent à apparaître et à manger les gens, c'est des écoliers, enfin des jeunes étudiants en cinéma de l'école de cinéma de Pittsburgh qui sont en train de tourner un film de momies dans la forêt, et au moment où ils apprennent qu'il y a une invasion zombie, et le jeune réalisateur de ce film de momies, et qu'on sent déjà assez obsédé par son idée de tourner un vrai film de momie, donc de mort-vivant, puisqu'il y a tout un discours dès le début sur le fait qu'une momie ne peut pas marcher vite, donc un petit tacle à Zack Snyder en passant, puisqu'entre temps il y a quand même eu L'Armée des Morts, le remake de Zack Snyder, dont on parlera un jour. Tiens, quand est-ce qu'on fait une spéciale Zack Snyder? Ça aussi, on l'a déjà fait. Oui, on l'a déjà fait. Ah merde, on l'a déjà fait. Non, puis il y a eu 28 jours plus tard aussi. Ça fait longtemps. Oui, mais pour le coup, je pense que. Il parlait de sa propre. Ouais, parce qu'il y avait le remake, c'était le remake de Zombies, tu vois, avec des zombies qui courent vite, donc forcément c'est. Vous l'avez fait le Snyder? On a fait le Snyder, ouais. Chier. On en fera. Non, il a fait un ça film. Va aller, justement, il a fait 2 films, donc c'est chaud, quoi. Bref. Et donc voilà, ce jeune réalisateur assez obsédé par l'idée de tourner son pur film d'horreur, d'un coup se dit qu'il va filmer tous les événements qui vont se dérouler durant leur fuite. Son but c'est en tout cas ce qu'il explique à sa petite amie qui est pas très fan du fait d'avoir son mec en train de tout le temps de tenir une caméra alors qu'ils ont plein de zombies au cul, ce qu'il explique c'est que lui il veut transmettre la vérité sur ce qui se passe, parce que les médias sont en train de manipuler les gens. Il y a une scène très drôle où on voit à la télé le chef de la police en train d'expliquer que non, pas du tout, c'est pas des zombies, avec des images trafiquées. Le chef de la police étant joué par George Romero lui-même, donc c'est assez génial. D'ailleurs, il y a plein de caméos vocaux dans le film, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup de voix qui parlent à la radio, à la télé, etc. Et en fait, c'est Stephen King, Guillermo del Toro et d'autres qui sont venus enregistrer des petits trucs comme ça. Donc ça, c'est pour l'anecdote, c'est sympa. Et donc voilà, on va donc suivre cette troupe de jeunes étudiants qui sont accompagnés par leur professeur, qui est un alcoolo complètement désabusé, ancien militaire. Et la spécificité du film, donc, c'est d'utiliser
plein de points de vue. C'est de prendre complètement à revers ce qu'on attend d'un fan footage, dans le sens où on a une mise en scène ultra réfléchie. C'est peut-être un des films les plus aboutis de George Romero en mise en scène, parce que il utilise à fond le procédé du fan footage pour mettre en abîme son propre cinéma. Je pense à une scène absolument géniale où ils sont dans une maison très luxueuse et ils vont être assiégés par les morts vivants, et dans la maison il y a une panic room avec un système de de vidéosurveillance, et il y a plein de petites télés comme ça en format 4:3 noir et blanc, et là on voit une invasion de zombies, l'assaut de la maison, et on a l'impression de revoir La Nuit des Morts Vivants en noir et blanc 4:3, enfin 1.37, et c'est génial en fait cette mise en perspective. C'est une espèce de boucle, comme s'il revenait au début avec ce petit stratagème. Il y a une autre scène où deux personnages sont en train de se parler, mais en fait chacun a une caméra, parce que en fait la petite amie du héros veut montrer à son mec à quel point c'est chiant d'être tout le temps filmé, donc elle prend une caméra. Et là on est chez Michael Powell, on est dans Le Voyeur, il y a une espèce de dialogue comme ça qui se fait à la fois dans la mise en scène, où on a du champ contre champ alors qu'on est dans un fan footage et qu'on n'est pas censé avoir du champ contre champ, mais il trouve le moyen d'introduire des idées ultra cinématographiques comme ça. Il y a beaucoup de plans séquences, mais qui sont pas du tout hystériques, qui sont très bien pensés, très bien chorégraphiés, et qui ont l'air extrêmement réalistes, alors que du coup pourtant on voit qu'ils sont chorégraphiés. Il y a des idées gore assez sympathiques quand même, notamment le zombie qui se prend de l'acide sur la tête et qui fond quasiment en plan séquence. Pour le coup les effets numériques sont pas trop dégueux pour un petit budget. Il y a ce dernier plan absolument génial de la zombie accrochée par les cheveux qui se fait flinguer avec juste le haut du visage qui pend. Il y a un personnage très drôle d'Amish. Ça m'avait fait mourir de rire quand j'ai vu le film à Gérard Armé. Les héros sont en train de fuir les zombies, comme les zombies parlent comme ça et tout. Et puis d'un coup, il y a un mec derrière qui arrive comme ça, ils veulent tous se buter. En fait, c'est juste un Amish qui a des gros défauts de prononciation. Il est muet, non? Bah, ouais, voilà, mais il arrive à dire un peu les mots, mais pas complètement. Enfin, c'est à mourir de rire et le personnage est très drôle. Non, franchement, moi, je suis assez esbody par ce film qui a l'air très jeune dans l'esprit. Très mature dans la façon d'utiliser une forme cinématographique, c'est-à-dire le fan footage, pour en faire quelque chose de plus profond. Thématiquement, au-delà aussi Alors, je trouve que le film a un peu tendance à tourner en rond thématiquement. Sur cette dernière fin, cette dernière image, quand on voit les chasseurs qui butent une femme zombie en buvant de la bière, etc. Parce que pour le coup, voilà, c'est quelque chose qu'on a déjà vu chez Romero, mais en même temps, comme c'est à nouveau le premier film d'une nouvelle série de films de zombies, quelque part on a l'impression de revoir la fin de La Nuit des Morts Vivants, donc ce qui poursuit cette idée de ce que j'ai expliqué avec les images en 1.33 des caméras de surveillance. Enfin, le film est bourré de choses vraiment super intelligentes, super intéressantes, et je trouve que on a laissé cette petite perle sous silence bien trop longtemps. C'est 2007, tu dis, le film? 2007, ouais. C'est marrant parce c'est les débuts de YouTube, il a anticipé pas mal de choses. Tout à fait. Tu ne pouvais pas deviner en fait. Exactement. C'est la chance de me dire, mais en tout cas, il a été assez malin pour plein de trucs qui maintenant semblent évidents. En fait, les lives, ouais. On peut voir des événements en temps réel quasiment et tout. Quand le héros poste sa première vidéo de ce qu'il a filmé, il dit à sa nana, mais regarde, il y a déjà 8000 personnes qui viennent de regarder en 2 minutes. Mais c'est génial. En 2007, c'était du fantasme, mais maintenant, ça semble plus logique en fait. Non, c'est rigolo quand tu réfléchis en fait. Il a été visionnaire comme il a été toute sa vie, et sans que personne ne lui donne assez de crédit. Dans Monkey Island, c'est pas passé pour de vrai, qu'il n'y avait pas eu de singe qui ont attaqué les. Enfin, tu vois, si, moi aussi, j'ai eu un problème avec un singe un jour. Je le sais pas, il te manipule. Et du coup, il y a eu, après, avec son dernier film, a donc été Territoire Survival. Survival of the Dead, qui est un film plus faible, bourré de bonnes idées aussi. Ah si, il y a une idée géniale que j'ai oublié d'en parler. Un plan, c'est quand un des personnages, toute sa famille a été zombifiée, mais il avait soit la flemme, enfin bref, on sait pas trop, parce que le personnage était un peu un branleur, mais il voulait pas les tuer, donc il les a foutus dans une piscine parce qu'ils sont très riches. Et donc t'as un plan assez génial où t'as les zombies au fond de la piscine qui se cognent contre les murs. Bah, c'est dans celui-là. Hein. Ouais, c'est dans... Oui. Non, je dis, je reviens vite fait sur Diary of the Dead, sur cette idée géniale. Non, parce que dans son dernier, qui est quand même beaucoup plus faible, il y a quand même une idée assez mortelle, c'est celle où que les zombies se mettent à manger de la viande animale. Et pour le coup, je trouve que c'est une des idées les plus audacieuses de tout ce qu'il a fait sur les films de zombies. Cette idée que du coup ils sont en train à nouveau de redevenir nous, et là on est encore plus sur la thématique territoire. Voilà, donc, enfin le véganisme il n'a pas vu venir, Romero. Tiens. Mais jusqu'à la fin il a été
vraiment passionnant, même dans ses films les plus faibles. Mais en revanche, moi je trouve que Diary of the Dead est un de ses meilleurs films. Voilà. Ah ouais, carrément. Non. Ouais. Ah non, Ouais, mais non, c'est pas vraiment. possible. Non. Le gros problème du film, c'est le casting. Oui. Ah, je suis d'accord. Il y a un énorme problème, c'est qu'à peu près aucun des personnages n'a un charisme plus élevé que celui Oui, mais du c'est nuitre censé en train de être décéder sur le trottoir. C'est C'est des les gens de la vraie cultures. vie en fait. C'est pour Oui. ça. Ouais, ça fait un peu télé-réalité, moi, je trouve. C'est des gamins tête Enfin, à c'est claque, voulu, t'as hein, envie de mais les ouais. t'as envie de les Et claquer. il y en a quelques-uns, c'est fait exprès. Mais en revanche, en termes de contenu, en termes d'audace de la mise en scène, en termes de visionnarité, voilà. C'est ça le problème. Je c'est trouve que le film génial. Tu ne suis pas des personnages, tu suis un propos, une fois de plus, et c'est mortel à beaucoup de niveaux, et il y en a très peu qui arrivent à faire ça. C'est juste, voilà, tu suis pas des persos, quoi. J'en ai rien à foutre de savoir ce qu'ils vont. C'est vrai que son meilleur à ce niveau-là, pour moi, c'est Zombie. Parce que pour le coup, les persos sont beaucoup plus incarnés dans Zombie. Les relations entre les personnages sont beaucoup plus incarnées dans Zombie. Et c'est le défaut de Diary of the Dead. Mais c'est vrai qu'à un niveau plus intellectuel, on va dire, même si j'ai pas vraiment envie d'utiliser ce mot-là, je trouve que c'est son film le plus abouti. Moi, ce qui m'a gêné aussi, c'est le côté un peu méta. Tu disais avec les autres réalisateurs qui font enfin, tu vois, les petites blagues sur les zombies qui courent vite, machin. En fait, je trouve que ça avait pas trop. Enfin, ça m'a gêné. Je trouve que ça n'a pas sa place dans son cinéma, en fait. Oui et non, parce qu'en même temps, justement, dans le film, il y a un moment assez génial. Donc, on a cette deuxième scène du film où il y a le faux film de momie qui est en train de se tourner et où il râle parce qu'il dit non mais t'es une momie mec, si tu marches à cette vitesse là en vrai tes os ils se disloqueraient. Et puis la nana qui joue l'actrice qui est poursuivie par le zombie, ouais, et puis il va vouloir m'arracher ma mort, on va voir mes nichons comme dans tous les films d'horreur, super vache. Merci les gars. Et à la fin du film, le mec qui joue la momie a été mordu, est devenu un zombie, course la même nana qui est toujours habillée dans son costume d'actrice, trébuche, lui arrache la robe et on voit ses nichons. J'attends de savoir où tu vas en venir en racontant ça parce que ça me... se casse les chevilles en marchant, en essayant de marcher trop vite pour un zombie parce qu'il est pressé. Et le mec qui est en train de filmer déjà se dit tu vois connard, quand t'étais un acteur, je t'avais dit que les zombies ça pouvait pas marcher vite. Et puis même la nana quand sa robe tombe, elle regarde le mec qui est en train de le filmer puisque c'est son réalisateur. Il est en train de vraiment réaliser la scène qu'il rêvait de réaliser et il la réalise vraiment grâce à ce qui se passe, grâce à la vérité. C'est en ça, si tu veux, que la blague sur les zombies qui courent pas vite, en fait, elle a une vraie utilité, je trouve, dans le fait que le héros, celui qui filme, parce que du coup, le héros, c'est Romero. C'est celui qui tient la caméra tout le long. C'est son 5e film de zombies, à une époque où justement il a commencé à se faire voler par tout le monde, on va dire. Quoi. C'est, comme tu disais, le remake de Zombies, il y a eu énormément de films de zombies, et là, peut-être qu'il se dit, bon, soit je reviens en mode c'est moi le patron, soit j'ai fait faire ça un peu avec le recul rigolo. Et ça, je l'ai plus vu comme ça, comme un mec qui se dit, qui est un peu saoulé, genre bon, je vous fais un film de zombies. Il le fait avec le recul rigolo, mais en même temps, il est assez intelligent pour en faire quelque chose de nouveau et qui a un vrai intérêt. C'est pas, même dans la gaudriole, le film a un intérêt. Quoi. Ouais. Et comment ça se fait qu'après le gros succès de Land of the Dead, il retourne quand même sur un si gros succès, c'est relatif. Hein. C'est à 50 gros millions succès, 50 sur un millions. budget. Oui, mais c'est pas il y non a plus. Oui, non, mais c'est quand même. Voilà. Ça a rapporté moins que Ça a l'Armée bien des marché en Morts. vidéo, en tout cas. Quoi. Mais comment ça s'explique ce truc-là? C'est parce que c'est les gens vieillissants à Hollywood, on veut plus d'eux. C'est ce que disait c'est Joe Dante. C'était les débuts de. T'étais vachement. Mais on préfère la chair fraîche, quoi. On préfère un mec peut-être plus malléable qu'un vieux papy qui a peut-être des points de vue. Enfin, c'est ce que je pense. Hein. Moi, je pense aussi, oui. George Miller, quand même. Et Survival, c'est une cata après. George Miller, c'est un des cas d'école qui contredit ce que je viens de dire, mais il y en a beaucoup plus qui conforment ce que je vrai, dis. c'est vrai. Carpenter arrive plus à faire de films. Bon, il a plus envie. faire, hein, il a plus envie d'en faire. Ouais, mais ça fait quand même des années qu'il dit qu'il a un truc en tête. Et non, mais tout, Toby Hooper avait rien à faire. Enfin, c'est plein de choses comme ça et tout. De Palma aussi, galère. Je veux dire, pourquoi est-ce que Diary ça a marché au ciné et pourquoi Survival c'est autant une catastrophe? Tu trouves que c'est vraiment une catastrophe absolue? Je trouve ça. Ça fait plus des TV Survival en fait. Regardable, je trouve. Ça fait plus des TV. C'est vrai qu'en fait, le Diary est sorti en salle chez Backfilm à l'époque. C'est quand même. Ça a fait même pas 150 000 ans. C'était après les recs aussi. C'était aussi une période. Enfin voilà. Moi je l'ai vu comme ça, je l'ai vu à Gérard May, Laurent, et je l'ai pas vu depuis en fait. J'ai les chiffres. Le film a rapporté 5 364 000 $ au box-office mondial. 5 millions 5 millions. Il en avait coûté 2 750 000. 2 millions, c'est rien. Xavier, c'est ridicule. Non, ça a été un bip pas possible. 2 millions ce truc. 2 millions 7. C'est bizarre que ça coûte aussi. Xavier sur Diary. Contrairement à ce que dit Talal, je suis désolé. Moi, je suis assez d'accord avec Laurent. Mais là où je vais retrouver quand même Talal, voilà, le meilleur des deux mondes. En fait, la première fois que j'ai vu Diary, ça a été un rejet en bloc.
soyons honnêtes. La première fois que j'ai vu le film, je me suis juste dit, il a vendu son cul. Voilà. Oh. Bah ouais. Et en fait, des années plus tard, je l'ai revu sans attente. Parce que moi, je trouvais que c'était quand même. Je me disais que Diary pouvait être assez excitant à la base, donc c'est peut-être ça qui a une certaine déception. Et une fois que tu passes ce cap-là et que tu passes l'interprétation, qui est quand même un des gros points faibles du film, soyons honnêtes. Là, quand tu commences à analyser un peu le film, que tu vois les messages, etc., et en fait, il grandit au fur et à mesure. Voilà. Moi, j'avoue qu'il a quand même mis du temps à grandir, mais maintenant, je suis quand même plus d'accord avec Laurent. C'est vrai qu'il y a des choses vraiment bien. Alors attention, moi, à la base, il y a aussi dans les rapports qu'il faisait avec sa filmographie, son rapport à sa filmo, au genre, etc., il y a aussi des trucs qui, moi, m'avaient saoulé parce que trop évident. C'est vrai qu'après, quand tu réfléchis plus, que tu vois plus certaines scènes d'un autre angle, il y a une progression qui fait que ça passe mieux. Mais de prime abord, ça peut, je peux aussi comprendre qu'on me dise, ouais, voilà, typiquement le coup des chasseurs, justement, avec la bière, etc., de dire, ouais, super, voilà, il nous fait un truc un peu, vas-y, t'as vu, je fais une référence à mon premier film. Ouais, mais c'est pas que ça, en fait. Si regardez bien le film, vous allez voir une progression, c'est plus qu'un simple rappel du premier film. Voilà. On termine en musique avec Cyril. Et donc Cyril, tu as choisi. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va être Le Jour des Morts Vivants. Donc on reste dans la thématique Romero. Une musique de John Harrison. On va écouter en fait un long morceau de plus de 10 minutes qui s'appelle The Dead Suite. Donc une sorte de plusieurs mélanges de plusieurs morceaux qu'on entend dans le film qui vont être rassemblés ensemble. On va entendre un extrait de ça parce que ça dure 12 minutes quand même, on va pas vous l'imposer. On va entendre surtout un morceau du début, on en parlait tout à l'heure, on va en reparler dans 2 secondes. C'est un morceau qui commence très calmement, vous allez voir, et qui après va partir dans un truc plus calypso, plus on va dire joyeux, mais qui marche très bien. Et ce petit bout du début, c'est ce que disaient tout à l'heure Laurent et Véronique, a été samplé par Gorillaz dans une ghost track, donc une plage fantôme qui était dans le premier album de Gorillaz. Et le tout début de ce morceau, il y a ce truc-là, le pom 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 pom. Hello, avec les voix des acteurs qui gueulent, mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici, on vous cherche et tout, et qui gueulent en rythme avec la musique. Et je trouve ce morceau assez dingo. Vous allez voir, ça commence tout doucement avec un côté un peu énigmatique. Après, ça part dans ce côté plus jovial et plus sympathique et tout, quoi. Laurent, On est d'accord que le compositeur, c'est le réalisateur de Darkseid, Les Contes de la Nuit Noire, John Harrison. Véronique, fact-checking. En fait, il a beaucoup bossé avec Romero, non seulement sur la musique, mais Darkseid, ça a été produit par Romero. Tout à fait. Et je crois aussi qu'il est acteur et qu'il est apparu dans Christine. Je crois que c'est lui qui joue le gentil dans Christine, si je ne m'abuse, hein, mais je crois bien. Dans Fact-checking. Dans Christine, c'est pas l'acteur qui a fait, le mec qui a fait, non, c'est le méchant qui a fait Non, Blue, tu confonds avec le méchant. Ouais. Blue, je sais pas quoi, avec dans les vagues, Oui, qui est très bon film d'ailleurs, qui est un très bon film. Oui. Ah, merde, comment s'appelle cet acteur et qui jouait aussi dans Les Dents de la Mer 2. Ah ouais. Oui. Et si je ne me trompe pas, tous les films dont on a parlé sont disponibles en Blu-ray. Et oui, étonnamment, en fait, Romero, c'est un des rares réalisateurs où je pense que Non, pas Martin. Oui, Martin, ça va arriver. Ça va arriver, mais c'est pas. Enfin, à l'instant. Oui, non, mais au moins, pour l'instant, tu l'as au moins en DVD, mais Blu-ray va arriver. Il y a juste son deuxième, Le Drame, qui est pas trouvable. Chez Arrow. Ça, ils l'ont sorti. Il y a les early films de. Un coffret 3 films avec There's Always Vanilla, Season of the Witch et The Crazies. The Crazies, d'accord. The Crazies, on n'en a pas parlé, mais si vous pouvez le voir, voyez-le. Après, pas le remake en revanche. Après fact-checking, non, ce n'est pas l'acteur de Christine, mais c'est bien le réalisateur de Darkseid et il a joué dans plusieurs films de Romero. Et le compositeur aussi. Ouais. Pour Darkseid. Et la musique, si vous l'aimez bien, est disponible chez Waxwork, qui est un vinyle qui existe, puis bien sûr en CD aussi, mais voilà, c'est une belle galette si vous aimez les vinyles. Donc voilà, on va écouter un petit bout qu'on va éditer, parce que si ça se coupe un peu abruptement, c'est parce que voilà, on a dû couper dans le morceau, quoi, parce que sinon c'est toujours 12 minutes. Voilà. Je vous ferai ça bien. Merci à tous les 4 et merci à tous ceux qui nous écoutent de plus en plus nombreux. Merci à toi Véro. Salut Véro. Allez, à dans 2 semaines. Ciao. Au revoir. Ciao.